Non, non, on va pas faire ça. Bonjour à tous. Ah, j'ai vu du FC debout dimanche à 8 h du matin. Tout à l'heure, je fais les citations. Oh, faut que je me racle la gorge. Coupage de micro. Ha ha ha. Ouais, non, c'est pas 10 h ce matin. J'avais dit 10 h. J'avais dit 10 h ou pas? Je me suis trompé? J'ai vu un 9 h 30, c'est pas 10 h. Est-ce que dans le petit message que j'ai fait passer à tout le monde, j'ai dit que c'était 10 h? Non, c'était 9 h 30. Ouais, j'ai dit 9 h 30. Et dans ce qui est affiché là, 9 h 30. Sur Twitter, j'ai dit 9 h 30. Eh oui, non, ça va, c'est cool. Vous m'avez fait douter. J'aurais pu faire 10 h, hein. Hier, j'ai dit 10 h. Bon, la boulette. La boulette. Je regarde tout de suite. Vérification. Oh, qu'est-ce que j'ai dit hier? Alors, donc là, tout à l'heure, il y a un quart d'heure, j'ai dit 9 h 30. Ça, c'est normal. Je savais à peu près que je serais là. Dans mon petit message du matin, là, le bon anniversaire là, à tous, 9 h 30, ouais, mais peut-être que hier j'ai dit 10 h. Non, je l'ai pas, je le vois pas. Non. Samedi c'était à 10 h. Hein, ouais, c'est 9 h 30, ouais. Samedi par contre c'était 10 h, hein. Pour ceux qui étaient là, oh c'était top. C'était une grande première pour moi. Hop, je mets un petit réglage en même temps, en direct. La parole est tienne. Ouais, 9 h 30, c'est tôt le dimanche. Mais vous avez vu ce que j'ai mis dans mon dernier message sur Twitter? Je sais que c'est tôt, hein, 9 h 30 le dimanche. J'ai dit, il y a un quart d'heure, je sais c'est tôt 9 h 30 un dimanche. Je me cite en fait. Le mec, il se cite. Gros FC Melon. Je me cite. Je sais c'est tôt à 9 h 30 un dimanche, mais vous propose quand même de lire la presse ensemble, d'en parler ensemble. Dans 15 minutes, c'est la matinée Étienne sur twitch.tv/Samuel Etienne. Ça nous laissera le temps de faire plein de trucs cool après. Hein, parce que voilà, c'est ça. Donc c'était un peu l'idée. Voilà. Bon, bah merci d'être là. J'ai besoin de vous, bien sûr, pour me dire si tout va bien. A priori, vous m'entendez. Sinon, il faut que j'ouvre mon micro. Le son, ça va? La musique, ça va? Je regarde. Ouais, ça va? Ok? Bah super, ouais. Oui, effectivement, hier c'était 10 h. Alors c'était une grande première. J'étais un petit peu, pas stressé, mais un petit peu anxieux quand même, parce que tout nouveau concept, imaginé en 2 jours, avec tous ces articles que je voyais passer sur la situation difficile des étudiants, le malaise, sinon la détresse. Et puis je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut donner la parole aux étudiants. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, à 10 h, on a lancé la parole Étienne. C'était une grande première pour moi. Le concept était simple, c'était de donner la parole aux étudiants, à ce qu'ils vivent, éventuellement. Est-ce qu'on pouvait trouver des solutions à ce qu'ils vivaient? J'avais lancé un petit message sur Twitter à 16 h la veille, en me disant, envoyez-moi un DM, prénom, numéro de téléphone, et 2-3 mots pour vous décrire. Et on a appelé un certain nombre de personnes, et on a streamé 3 heures. Et c'était juste génial. Voilà. Donc, c'était une émission un peu exceptionnelle, dans le sens où ce ne sera pas tous les jours. Je ne peux pas tout faire, mais je pense qu'elle reviendra, hein, cette émission, pour donner la parole à des... Ouais, la parole Étienne pourrait devenir une émission hebdomadaire ou mensuelle. T. Manson dans le chat, salut. Effectivement, c'est un petit peu l'idée, ça pourrait revenir de temps en temps. Et puis alors moi j'avais un petit stress technique, parce que je suis pas ingénieur, hein, c'est moi que l'on puisse dire, je suis un peu bac-2 ordinateur. Et je me disais, est-ce que ma petite astuce que j'avais trouvée de connecter par Bluetooth mon téléphone portable à la table de mixage pour appeler les gens, et pas passer par un serveur Discord, parce que y a plein de gens qui n'ont pas de Discord, et puis moi je viens de la radio aussi, où on utilise beaucoup le téléphone pour appeler les gens, et puis par ailleurs je ne sais pas trop bien m'en servir, hein, la vraie explication elle est là. Et en fait ça a fonctionné, on a eu 100% de réussite, c'est-à-dire tous les gens qu'on a appelés ont répondu, ils écoutaient en fait le stream, on a eu 100% de réussite sur les appels. J'avais super peur de passer sur un... Est-ce que j'ai réussi à laver mon pantalon, me dit à sa garde, on va reparler de ça, ouais. On va reparler de ça, du café. Et puis, on n'est pas tombé sur un répondeur, on a eu tout le monde, et surtout, c'était vachement fort. Hein, des témoignages de ce que les étudiants vivent aujourd'hui. C'était fort, c'était même émouvant. Je sais que sur la première intervenante, à un moment, elle était très émue, et moi aussi, j'étais très ému. Voilà, mais c'était super fort. Non, j'ai pas l'air fatigué, je suis en pleine forme, Je dors de moins en moins, c'est cool. Que vous dire? Qu'on est ensemble pour 1 h 30. Max. C'est 11 h, parce que c'est dimanche, parce que vous avez des trucs à faire, et moi aussi, parce que c'est la famille, c'est juste au-dessus de tout. Voilà. Hein, l'actu, c'est sympa, c'est plus que sympa, c'est important. Mon métier, c'est une passion, mais la famille, c'est au-dessus. Et puis en plus, Hélène m'a dit tout à l'heure,
De toute façon, à 11h, je débranche le Wi-Fi. Voilà, comme ça. Elle est super compréhensive, mais jusqu'à un certain moment quand même. Que vous dire encore? Alors, j'ai plein de trucs à vous dire avant de commencer. Il faut pas que je traîne trop, parce que sinon, bah, on va pas lire beaucoup de journaux. Juste, ah si, est-ce qu'on se refait là? Est-ce que je peux vous trouver ça? En fait, pendant le stream d'hier, j'ai traîné un nouveau thermos. Ça, c'est l'ancien qui est revenu. Nouveau thermos dont je me méfie un petit peu. Ouais, Hélène, elle est parfaite, Hélène, je sais. J'ai une épouse avec laquelle j'ai l'impression de gagner à l'euro million tous les matins en me réveillant. Voilà. Donc ça, c'est top. Et donc hier, j'ai traîné un nouveau thermos, et puis je m'en méfie parce que je sais que quand je bois un peu trop vite, il déborde. Bah, ça n'a pas manqué. Pour ceux qui étaient là, douche de café, mais bien quoi. Donc douche de café avec le thermos, du coup changement de t-shirt, je suis reparti. On a mis le stream en pause pendant 5 minutes. J'ai lancé une lessive, hop, je suis arrivé au panier de linge sale, il y avait plein de trucs à laver, hop, j'ai lancé une lessive. Et c'est ça qui est cool parce qu'à Twitch, on peut lancer une lessive. On peut s'arrêter, on peut mettre un écran de pause, comme celui-ci, pof. Hein, on a fait ça, tac, je vous ai mis une petite musique, tac, je suis revenu. Donc, et la lessive a été lancée. Pour ceux qui ont raté, bon, on va essayer de revoir la vidéo. Voilà, je l'ai là. J'espère que ça va bien passer. On va essayer de... C'est un petit extrait d'hier, pour ceux qui ont raté le truc. Voilà. Là, c'était... Oh, c'est drôle, hein, mais je suis en train de prendre un boulard, moi. C'est moi, là. C'est moi qui vous passe une vidéo de moi. Ouf, il va falloir que je consulte. Hein. Allez, c'est parti. J'espère que le son va être bon. C'est la séquence d'hier que certains ont raté sur la douche de café. Let's go. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, j'ai dit j'ai un nouveau thermos. Il faut que je boive doucement parce que je m'en mets partout. Il est mal foutu. Oh, et qu'est-ce que j'ai fait en direct quoi, devant 15 000 personnes? Je me suis couvert de café quoi. Bon bah alors c'était tellement drôle ça. Voilà, c'était hier. Et là où c'est cool Twitch, bah, c'est que bah, c'est pas la télé, c'est-à-dire que moi j'adore mon métier, hein, mais c'est autre chose. Et c'est la vie, et c'est bon, on est beaucoup plus nature. Donc hier, bah, je me suis interrompu pour faire une lessive. Et là, 30 secondes avant l'antenne, j'étais sous la douche parce que j'étais à la bourre. Et ça, c'est pas possible à la télé de prendre sa douche juste avant. Et puis je croise mon grand. Et je voulais juste vous raconter cette anecdote parce que je la trouve symptomatique de cette période si étrange dans laquelle on vit et qu'on va évoquer d'ailleurs avec des papiers dans le Parisien Dimanche, dans le JDD Dimanche aussi, ce matin. J'ai mon grand qui a 4 ans et qui me dit, alors lui c'est un fan du jardin d'acclimatation à Paris, hein, c'est un parc d'attractions un peu rigolo, un peu cool, qui est dans Paris, je ne sais pas si c'est sur le territoire de Neuilly ou de Paris, mais c'est là. Et c'est vraiment cool, il y a des manèges pour les petits, quoi. Voilà, et de temps en temps c'est la sortie dominicale. Et il me dit... Alors, les yeux un peu rieurs, il me dit Papa, on va retourner au jardin d'acclimatation pendant le virus. Voilà, parce que bon, bah, à 4 ans, il a déjà compris tout ça. Pendant le virus. Je lui dis non, après le virus. Parce que parfois, il mélange les mots. Hein. Quand il dit ce matin, c'est la veille, par exemple. Des choses comme ça. Je lui dis non, c'est après le virus. Et il me dit non. Il insiste. On va aller au jardin d'acclimatation pendant le virus. Et je lui dis non, c'est après le virus. Une discussion comme ça de sourd pendant un moment. Et puis il me dit si. On va trouver les clés du jardin d'acclimatation et on va y aller la nuit, tous les 4, la maman, le petit frère, moi, le papa. On va y aller tous les 4 et on va inviter la famille. Et on va inviter les amis de la moyenne section de maternelle. Mais waouh, quoi. Ah, mais tellement mignon. Donc, en fait, il a un plan pour aller choper les clés du jardin d'acclimatation et en douce, quoi, aller se faire une petite teuf et on ira faire les avions, on ira faire les manèges, les avions, le bateau, tout ça. Bon, j'ai trouvé ça trop mignon. Et en même temps, je me suis dit, juste après, waouh, il a 4 ans. Et déjà, il est en train de, par rapport à la crise sanitaire, tout ça, il prend conscience de tout ce dont il est privé. Ah, voilà. Donc c'est pour montrer que hier, on était avec les étudiants
dans La parole est tienne, pour montrer que, hein, contrairement à ce que certains pensent, c'est pas parce que ils n'ont pas la pression du taf et qu'ils sont jeunes et qui sont souvent en pleine santé que c'est cool. Au contraire, bah non, c'est une situation notamment psychologiquement qui est extrêmement difficile. Mais là, on voit que en fait, personne n'est épargné, quoi. Personne n'est épargné, et notamment, et même les plus jeunes. Voilà. Et ça m'a un peu, voilà. Et voilà, mais il est trop chou. Il est trop chou, et puis il était content de son idée là, qui a dû germer la nuit, d'aller trouver les clés du jardin d'acclimatation. Il veut pas les piquer, il veut que dans mon trousseau on trouve les clés, hein, parce qu'évidemment j'ai les clés. Voilà, je le kiffe ce petit garçon. Que vous dire encore? Est-ce que je vous montre ça en avant-première? Je vous montre un truc en avant-première ou pas? Je sais pas si on va bien le voir. Est-ce que je vous montre un truc en avant-première? Hein, parce que vous êtes vraiment super cool. Ouais, j'ai pas communiqué là-dessus, j'ai modifié ça cette nuit. Suspense. Suspense, qu'est-ce que je vais vous montrer? Un truc dont j'ai pas parlé encore. Ouais. Il y a un graphiste très sympa qui m'a refait ma bannière sur mon compte Twitter, hein, là où je raconte ce que je fais un petit peu. Hop, j'espère que ça va bien s'afficher. Ouais, regardez la bannière en haut. Donc depuis un moment déjà, il y avait ma petite tête là, de présentateur là, bien peignée, là, tout ça. Et puis il y a le 6h Info, ça c'est sur France 2, 6h, 6h30 tous les matins. Question pour un champion, bah, ça c'est depuis 2016, 17, 18, 19, 20, 5 ans. Question pour un champion sur France 3. La matinale de France Info depuis 4 ans, sur le canal 27, 6h30, 8h30, comme ça je fais ma pub au passage avec toute l'équipe, c'est la meilleure matinale du monde. Et regardez ce que j'ai rajouté tout en bas, hashtag la matinée Étienne. Voilà. Et regardez les logos, France 2, France 3, France Info, Twitch. La classe ou bien, hein? Voilà. Bon, bah, au début, je ne savais pas trop si je pouvais le rajouter. Puis maintenant que France Télévisions s'est lancé dans la grande aventure du stream avec un génial premier stream fabriqué par France Télévisions vendredi, mais il y avait tellement de gens, 3 heures, non, j'exagère, 2 heures de stream avec Damien Mascal, journaliste médecin, toutes les questions, on a répondu à toutes les questions qui arrivaient dans le chat sur les vaccins contre le Covid-19, c'était top, quoi. Alors maintenant que c'est une activité officielle, bah ça y est, maintenant c'est dans ma bannière. Voilà, je voulais vous montrer ça. Assez parlé de moi et on va parler des journaux. Et d'abord, encore merci d'être dans la matinée Étienne. Pour ceux qui arrivent pour la première fois, comment ça? Vous êtes déjà 7500? Mais c'est pas possible. On n'a pas montré un journal encore. Bienvenue à ceux qui sont avec nous pour la première fois. Il y a des gens pour qui c'est la première fois ce matin. Hein, la matinée Étienne, c'est très simple. On lit les journaux ensemble, on en parle ensemble. Et puis on parle de la vie aussi, parce que l'actualité, elle nous parle de la vie. Alors il y a des nouveaux. Ah mais yes, mais bienvenue. D'où vous me regardez ce matin? Vous êtes où? Moi je suis à Paris donc. Et vous êtes où? Est-ce qu'il y a du FC Bretagne, du FC Alsace, il y a du FC PACA? Vous venez d'où? Amnéville, Lille, Suisse, c'est parti. Bayonne, bonjour. Lorient, salut. Prades, oh joli par là. Genève, salut. Le FC Rennes est là, le FC Ardèche aussi, 07, j'adore. Toulouse, Grenoble, oh, ça va à une vitesse. Lyon, je les prends à la volée. Hein. Lyon, Saône-et-Loire, Belfort, la Corse, Corsica est là, j'adore. Tellement amoureux de la Corse. Bordeaux, Bruxelles, Vaqueras, Danemark. Bonjour nos amis danois. Ça me rappelle une soirée, ça il y a longtemps. Ouais, mais je vous le raconterai pas. Bordeaux, Lille, Villeurbanne, FC Anvers, FC Paris, l'île aux Moines, sérieux? Ah génial, l'île aux Moines. Ah c'est tellement mystérieux cette île. Ah, Dunkerque, Cholet, Lille, salut, Clermont-Ferrand, Survilliers, je connais pas, mais à côté du parc Astérix, me précise la personne, ça je connais. FC dans mon lit, ah le plus bel endroit du monde. Les Hauts-de-Seine, ok, Compiègne, Nantes, Angers, Verbier. Valenciennes, la Suisse est là. Valencia, donc Valencia, Espagne. Alors, Quetal, Ambré, Châlons, Champagne, Haute-Savoie, Lille, le FC Pluton. Ah bien, je sais que j'ai beaucoup de gens qui me regardent dans l'espace et ça fait toujours plaisir. Merci à tous d'être là. Voilà. Bon ben, ça c'est toujours agréable de voir d'où vous venez. Zurich aussi, il y a des gens en Europe, il y a des gens. Parfois, j'ai des gens de très très loin. Voilà. Séoul, paf. Salut, Razorn de Séoul. C'est sympa aussi, Séoul. Bon, ben, merci d'être là. On va commencer dans un instant. Alors, 9h51, je vais essayer d'être un peu rapide ce matin. On s'arrête à 11h. Quoi qu'il arrive, famille oblige. On va commencer par un coup d'œil à la presse en région. Non, je vais plutôt vous montrer d'abord ce qu'on va évoquer dans la presse nationale. Donc, parce que le dimanche, il y a des journaux, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas. Et il y a des super journaux. Paf, ma tablette, elle marche bien, tout est connecté. Le dimanche, super journal, le Parisien dimanche, avec une interview
d'Olivier Véran. En fait, c'est le ministre de la Santé qui répond à des questions de lecteurs du Parisien sur la crise sanitaire, et c'est très intéressant. C'est la une du Parisien, donc on parlera, je peux vous montrer les articles rapidement, hein, on parlera de cette interview, on parlera d'un truc génial, mais passionnant, je n'étais pas du tout au courant de cette affaire judiciaire. C'est une femme que vous voyez ici, franco-vietnamienne, qui a porté plainte contre les géants de la pétrochimie qui ont produit le fameux agent orange, hein, le désherbant qui était déversé par l'aviation américaine pendant la guerre du Vietnam. Il y a une audience demain en France, à Évry. C'est une histoire complètement dingue. Vous allez voir, c'est passionnant. Ouais. Qu'est-ce qu'on a encore? On verra donc cet article. Une interview de Marie-Josée Pérec sur l'inquiétude des sportifs avant les prochains JO. Est-ce qu'ils vont bien se tenir? On lira le journal du dimanche, excellent journal de dimanche aussi, avec, désolé. Là, j'ai une musique qui va très bien avec ce désolé que je vais aller chercher tout de suite. Désolé, hop. Ça, c'est ma nouvelle musique pour un truc qui fait peur. Elle est mauvaise nouvelle. Reconfinement imminent. Le JDD, le journal du dimanche, nous dit ce matin que le reconfinement, le troisième, désolé, hein, je viens avec mes mauvaises nouvelles aussi parfois, le troisième pourrait être annoncé là, cette semaine. Ils ont l'air sûrs de leur coup. Donc la saison 3, comme le dit le JDD. Bon, on lira ça ensemble. Pour moi, c'est un peu l'info du matin. Ouais, désolé. Mais alors, quelle forme de confinement, hein? Qu'est-ce qui va fermer? C'est toute la question. On parle des étudiants dans le JDD. On parle aussi des lycéens, des collégiens, pour qui c'est beaucoup plus dur qu'on ne le croit. Le virus pourrait circuler pendant des années, nous dit ce professeur d'immunologie clinique. Désolé, hein, je viens avec mon petit panier de mauvaises nouvelles. Parfois, on parlera de Poutine, le président russe qui aurait un point faible qui est l'argent. On parlera, si on a le temps, de l'agression de ce jeune Yuri, hein, à Paris. Donc là, son pronostic vital n'est plus engagé, hein, ce jeune garçon qui a été battu hyper violemment par une bande. On fera le point sur l'enquête. Sans spoiler, pour l'instant, il n'y a pas de piste. Le dessin de Xavier Gorce dans Le Monde qui a créé tant de polémiques. J'ai reçu pas mal de DM sur Twitter en me disant « Est-ce que tu peux parler ?» Ouais, merci pour vos hommages au jeune homme que je viens d'évoquer, la Yuri, dans le chat. J'ai reçu pas mal de messages sur le mode « Est-ce que tu pourrais parler de la polémique autour du dessin de Xavier Gorce, donc dessin dans Le Monde, que je vous montre ici, qui a provoqué pas mal de réactions à tel point que lui a quitté Le Monde, il ne veut plus collaborer avec le journal Le Monde, hein, c'est un départ volontaire. Et je vous donnerai donc la position de Xavier Gorce, la position de Plantu, le célèbre dessinateur qui défend Xavier Gorce, qui défend la liberté d'expression, hein, au nom de l'humour. Et puis on verra aussi, là c'est chez Jordana mais c'est autre chose, on verra aussi la position du journal Le Monde qui l'explique dans sa dernière édition. Une interview de Camélie à Jordana qui sur l'actualité s'est fait remarquer par des phrases, des mots qui ont pu parfois choquer certains. La revanche des geeks, hein, c'est comment dans les séries, au cinéma, ça y est, hein, le geek donc, qui était pas mal moqué il y a quelques années encore, qui était souvent cantonné au second rôle au cinéma, et bien ça y est, maintenant le geek devient un héros à part entière, et ben moi je trouve ça très très bien. Le Monde dont je parlais, c'est la dernière édition disponible, on le feuilletera ensemble, notamment regardez ce chef, hein, c'est le chef Cacique d'Amazonie, le chef Raoni, qui vient de porter plainte contre la CPI, la Cour pénale internationale, contre le président brésilien Bolsonaro, au nom de la défense de l'Amazonie. Ça n'est pas rien, c'est vachement intéressant, on va se pencher sur cette plainte. On parlera peut-être de Marine Le Pen et de la prochaine présidentielle si on a le temps, et voici cette explication sur Xavier Gorce, hein, le dessinateur qui a claqué la porte du Monde, avec cette fois la version du Monde. J'aime bien donner la parole aux deux camps dans une histoire, hein, c'est super important. Ah, ça, il faudra que je garde 5 minutes à la fin. Obligé, mon colis, ma bataille, l'explosion, c'est dans Le Monde, c'est génial. L'explosion du e-commerce fait des victimes collatérales, les clients dont les achats se perdent, hein, ou sont détériorés, qu'il est long le dernier kilomètre entre l'entrepôt et la livraison. Hein. Le e-commerce explose, les livraisons explosent, et on est à la maison, et on attend l'interphone qui doit sonner, et il sonne pas, et on en évite passage. Hein. Alors, je suis sûr que ça va vous faire réagir, ça. Soi-disant, il est passé, il y a de la colère, il y a des tensions, c'est un pataquès. Hein. On est à la maison, on éteint la musique. On se rapproche de la porte d'entrée, hein, pour rien louper pendant des heures. Hein, là, on a parfois posé un RTT, et
et ça sonne pas et on n'a pas son paquet, celui qu'on attendait avec impatience. Voilà. Donc un dossier là-dessus, mais un dossier à la sauce monde, c'est-à-dire on n'est pas seulement sur la blague et la colère, on est aussi sur pourquoi. Pourquoi il y a des bugs? C'est vachement intéressant. Alors vraiment dans le chat, si vous voyez qu'à 10h50, j'ai oublié d'en parler, vous me le rappelez parce que, voilà, moi, regardez, hein, c'est un bon dossier. Hein. Voilà, c'est vachement intéressant. Voilà. Et là, ça me permet de dire, avec cet article du Monde, un truc qui me semble important, c'est que pour ceux qui ne sont pas des habitués de la presse, hein, peut-être parce que, je sais pas, cette presse, a priori, les intéresse pas ou a priori les intimide, vous voyez, un journal comme Le Monde, hein, c'est un truc que je dis souvent, c'est un journal qui peut faire peur, qui est austère, il n'y a pas un max de photos, c'est pas très aéré, c'est écrit tout petit, c'est très serré, mais c'est juste passionnant. Mais c'est juste passionnant. Et ceux qui ne connaissent pas Le Monde, hein, je vous propose cette idée toute simple. Un jour, vous achetez Le Monde, comme ça, à la cool, et puis vous allez le feuilleter. Ne lisez pas tout le monde, allez chercher des articles, vous regardez les titres, et vous regardez les articles qui vous intéressent, sur les sujets qui vous intéressent, et vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Parce que c'est juste bien écrit, parce que c'est complet, parce que vous allez apprendre des choses que vous n'apprendrez pas en surfant pendant 2 heures sur Internet. Donc c'est un kiff, voilà. Donc n'hésitez pas à tenter cette aventure de la presse écrite et du journal, parce que vous serez surpris. Moi j'ai des témoignages qui me touchent vachement en tant que journaliste, que je reçois par exemple en DM sur Twitter, sur le mode j'ai acheté mon premier journal hier, j'ai acheté Le Monde hier, j'ai acheté Le Figaro hier, je me suis abonné parfois, et j'ai kiffé. Et j'ai eu du plaisir. Voilà, donc Le Monde, c'est un quotidien, ouais, bien sûr, c'est tous les jours. C'est tous les jours, voilà. Je suis pas lobbyiste pour Le Monde, je suis lobbyiste pour tous les journaux, moi. Qui me dit ça? C'est Sodi, c'est ça? 58. Je m'assume, je suis un lobbyiste des journaux, moi. Parce que dans une démocratie, il faut des journaux. Il faut des journaux forts, il faut des journaux libres, il faut des journaux indépendants, il faut des journaux divers. Voilà. Pour être bien informé, c'est-à-dire pour comprendre ce qui se passe dans le monde, et notamment dans notre pays, pour participer en tant que citoyen éclairé aux choix qui sont faits dans notre pays, par exemple au moment des élections, il faut être informé, il faut comprendre comment tout ça fonctionne. Et c'est pas en lisant des trucs complotistes sur Facebook que vous allez comprendre comment ça marche. Non, c'est notamment, si vous êtes curieux, si vous avez le temps, en lisant la presse. Voilà, parce que c'est une source d'information fiable, bien plus fiable en tout cas que d'autres. C'est une source d'information identifiée. Un article, il est signé. Voilà. Si le journaliste dit des bêtises, vous pouvez l'interpeller. Voilà. Vous pouvez dire au journal et aux journalistes qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Voilà. Donc, c'est pas le cas avec un article sur Internet. Vous savez pas qui a fait ça. Et puis, un article, il est écrit, il est relu, il est vérifié. Ça ne veut pas dire que parfois il n'y a pas des erreurs dedans. Hein, c'est une activité humaine, mais c'est une source d'information fiable. Toutes les sources ne se valent pas. Voilà pour mon petit discours pro-quotidien. Et moi, je suis effectivement un lobbyiste assumé des quotidiens. Rachidus, t'as l'air fatigué, Samuel? Non, je ne suis pas fatigué. En fait, c'est ma tête normale. C'est qu'à la télé, vous avez ma tête. Vous avez... Tiens, on va aller chercher une photo de moi à la télé. Vous avez ma tête de télé. Mais c'est ça qui est bien d'ailleurs. C'est que là, vous voyez un petit peu le... Et vous savez quoi? On va chercher ma tête de télé. Ça y est, alors ça, je suis en mode total nombriliste. Voilà, allez. Et je vous montre des vidéos de moi qui m'arrose de café. Et je vous montre ma bannière de Twitter. Et maintenant, je vous montre des photos de moi. Tiens, celle-là, elle est bien... Tchac. De moi. Voilà. Je sais pas... Ah là là, c'est compliqué. Attendez, paf. Alors, là, je vous montre une photo de ma tête à la télé, quoi. Voilà. Bon, il y en a plein, mais... Où est-ce que je suis bien en mode... Tiens, celle-là, je suis bien en mode... genre, je suis en pleine forme, quoi, alors que j'ai dormi 1 heure. Ah, voilà. Toi, très bien. Paf, on y est. Voilà. Voilà. Donc là, maquillé, bien éclairé, tout ça, pleine forme. Alors qu'en fait, j'ai dormi 1 heure. Voilà. Hein. Alors qu'en fait, ça, c'est ma vraie tête, en fait. Je suis pas fatigué du tout. C'est ma vraie tête, voilà. Voilà, c'est pas FC Melon, c'est FC justement Transparence, voilà. Il faut vous dire que derrière la bonne tête des gens à la télé, en fait, non, on est tous pareils, quoi. Et quand on n'a pas dormi, on a cette tête. Et comme quoi le maquillage ça aide, ouais. Comme quoi les lumières ça aide aussi, voilà. On n'a pas lu un seul journal et vous êtes 10 000. C'est n'importe quoi. Mais vous allez casser Internet. Arrêtez, voilà. De casser Internet. Je regarde un petit truc et on y va. Promis. Tac, 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 tac. Ok. Je regarde un truc. Ok. C'est drôle. Ok.
Ok. Bon, bah on y va. 10h02, 10h02, on y va. Je vois plein de questions sur les subs. Les subs sont pas ouverts sur cette chaîne. Ouais. Les subs sont pas ouverts sur cette chaîne parce que au début je voulais voir ce qui se passait. Je pensais qu'il y aurait pas grand monde à écouter mes histoires. Voilà. Et puis donc aujourd'hui les subs sont pas ouverts. Mais je sais que c'est un truc important sur Twitch et que certains me le réclament. Peut-être qu'un jour. Peut-être qu'un jour ils seront ouverts. Voilà. On veut des émotes subs. Ouais. Peut-être qu'un jour il y en aura. Voilà. On y va? Allez, on y va. Ah, j'arrête de parler de moi. Tac. Et on y va pour rapidement passer en revue les unes de la presse en région. Hein, c'est un exercice que j'aime bien faire. Et oui, il y a des journaux en région le dimanche, bien sûr, parce que ça nous donne un petit peu la tendance. Qu'est-ce qui intéresse les gens? C'est quoi les subs? Il y a plein de... Oui, donc il y a vraiment des gens qui viennent un peu pour la première fois sur Twitch alors. Moi, j'ai découvert ça il y a 10 mois, je ne connaissais pas tout ça. Vous pouvez expliquer les subs? Hein, donc sub c'est pour souscription, hein, et en fait c'est s'abonner en fait, hein, s'abonner. Je vous laisse expliquer dans le chat en fait, vous connaissez ça mieux que moi. Là je pense que vous expliquerez mieux que moi qu'est-ce qu'un sub et pourquoi pour certains viewers de Twitch c'est important. Voilà, hein, je vous laisse expliquer ce que c'est les subs. C'est parti. Sinon on va pas lire les journaux. Alors je vérifie qu'on est bien le 24 janvier. Ok. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui donne la tendance en une de vos journaux? On va voir l'Alsace, le quotidien d'Alsace. C'est vrai que Jean Castex, le Premier ministre, s'est déplacé en Alsace, je le savais. Des mots forts et après se demande le journal. Pourquoi? Je lis. En visite hier à Colmar et à Strasbourg, on est bien avec l'édition de ce dimanche, le Premier ministre s'est dit prêt à élargir les pouvoirs de la collectivité européenne d'Alsace et à défendre le siège strasbourgeois du Parlement européen. C'est un Premier ministre de la France, mais qui n'oublie pas de quelle région il est. Hein, peut-être qu'il y a peut-être des idées après pour des scrutins. Non, mais je vois toujours le mal partout, moi. Voilà. C'est bien d'être fier. Mais non, je dis une bêtise, il vient pas du tout de l'Alsace. C'est pas du tout un discours pro sa région, n'importe quoi. Mais alors pourquoi c'était si attendu? Tiens, il faudrait qu'on creuse cette idée de l'Alsace. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du foot? Ouais, normal, il y a eu des matchs déjà. Je crois qu'il y en a beaucoup qui vont jouer aujourd'hui. Ah bah oui, les soldes d'hiver, tu m'étonnes. La Nouvelle République dans le département de la Vienne, soldes d'hiver, un démarrage poussif. Déjà, les soldes traditionnels physiques dans les magasins, c'est très compliqué depuis quelques années, hein, notamment avec l'explosion des ventes sur Internet qu'on évoquait tout à l'heure, mais évidemment, en cette période de crise sanitaire, c'est encore plus compliqué. J'ai une pensée pour les commerçants, pour qui ça doit être très compliqué. Ah oui, alors ça c'est je crois que c'est Jean Castex qui a avancé ce chiffre. Déjà, une bonne nouvelle quand même, puisque on va en voir quelques-unes qui sont moins sympas ce matin. Déjà 1 million de vaccinés, ouais, avec son accent, il risque pas d'être alsacien. Mais en fait, c'est ça. Je me suis dit, l'accent de Castex, qu'est-ce que tu racontes sur l'Alsace? Déjà 1 million de vaccinés malgré les couacs. Hein, là, on est en Picardie, des centres manquent de doses dans la région, constate le courrier Picard, mais le Premier ministre a annoncé hier qu'1 million de personnes ont déjà été vaccinées en France. Ben, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Je ferme ma boîte mail à côté, là, sinon vous allez entendre des alertes tout le temps. Dernière nouvelle d'Alsace, je vais peut-être en savoir un petit peu plus, parce que moi je ne me suis pas penché sur cette actualité ce matin. Castex soigne l'Alsace. De quoi s'agit-il alors? Le Premier ministre était hier en visite dans notre région. À Colmar, Jean Castex est dit favorable à l'extension des compétences de la collectivité européenne d'Alsace. Ça a l'air très important. Un peu plus tard à Strasbourg, il a réaffirmé le soutien inconditionnel du gouvernement au statut européen de la ville. Ah, c'est vachement intéressant. Tiens, il faudra qu'on se penche sur ça un jour. Dommage, j'aurais vu ça plus tôt. Je serais allé voir l'article. Ok. Ouais. C'est quoi cette polémique sur la chasse? C'est une activité qui en provoque quelques-unes. C'est la une de la Dépêche du Midi. On est dans la région de Toulouse, si je ne dis pas de bêtises. Alors que les incidents se multiplient entre pro et anti, des voix s'élèvent pour demander une réforme de la chasse. Tiens, ça aussi, c'est un dossier qu'on aurait pu évoquer. Pas ce matin, parce qu'on va manquer de temps. Mais il faudra un jour qu'on aille un petit peu plus loin. Parce que vous connaissez les arguments des deux camps. Hein. La chasse, il y a les partisans, il y a les fans. Ils parlent d'importance de prélever certains animaux, les nuisibles, les sangliers. Il y a ce discours-là. Et puis, ils disent que sur la sécurité, ils font très attention. Bon, parfois, il y a des balles perdues chaque année quand même. Il y a des drames. Et puis, il y a les antis qui trouvent que c'est une activité barbare. Un jour, il faudra qu'on rentre dans ce dossier. On fera un truc. Hein, on parlera 10-15 minutes de cette histoire parce que on l'a évoqué plein de fois, mais on n'est jamais allé plus loin. Et puis, on fera un sondage sur la question pour vous demander ce que vous en pensez. Et puis, j'en ferai quelques-uns des sondages ce matin, bien sûr, j'espère.
L'écho républicain, je vous le disais hier, dans cette parole, la parole Étienne consacrée pendant 3 heures au mal-être étudiant, c'est la une ici de l'écho républicain. Je me félicite que les journaux en parlent de plus en plus. Alors le problème, c'est que si on reconfine, j'espère que ça ne va pas impacter encore plus les étudiants. Ah, super important, l'équipe de retour dans les kiosques. L'équipe de retour dans les kiosques, l'équipe qui avait disparu en raison d'un long mouvement social. Alors le paradoxe, c'est que je lisais ce matin un article là-dessus, rien n'est réglé, le conflit social est toujours là, hein, mais les salariés ont décidé de reprendre le travail, donc c'est un conflit social qu'on va suivre, mais bonne nouvelle pour les amoureux de l'équipe, eh bien le quotidien est revenu ce week-end, je crois que c'était hier samedi, dans les kiosques. Ça dégoûte, on a encore perdu, me dit Bardock, 32-24. Donc c'est un supporter de Marseille, je suppose, ok, d'accord. Alerte rouge, donc l'alerte rouge elle est pour l'OM, qui à un moment était bien dans le championnat, puis alors ce matin l'équipe écrit, je le vois ici, rien ne va plus à Marseille, battu pour la 3e fois d'affilée en championnat. Ouais, bah finalement, je comprends maintenant la tristesse du supporter de l'OM. Après avoir mené au score à la mi-temps, ah zut, l'OM s'est effondré devant des monégasques de plus en plus ambitieux. Tiens, très bien. Donc ça, je crois que c'est un match avancé de cette journée de Ligue 1 et qu'il y a pas mal de matchs qui doivent avoir lieu aujourd'hui. Donc rien ne va plus, en tout cas pour l'instant, du côté de l'OM. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, je vois une de l'Indépendant catalan sur le blues des étudiants ici à Perpignan. Ouais. La lu journal du dimanche, je vais y revenir dans un instant. Ouais. Tiens, il y a des gagnants du Covid, ou de la Covid, comme le dit Nice Matin. Alors, sur le ou la Covid, parce que certains sont peut-être surpris, petite parenthèse, de voir que dans les médias, on dit les deux. Alors, rappelons qu'au début de la pandémie, on disait le Covid. Ah, ma tablette, c'est pas ça, c'est un faux contact, c'est rien. Regardez. Voilà. Tout le monde disait le Covid, et puis à un moment, l'Académie française notamment a dit la Covid pour parler de la maladie et pas du virus. Et donc ce conseil a été donné désormais de dire la Covid, et une grande partie des médias sont restés sur le Covid, puisque ça avait été finalement la première utilisation du terme. Moi, je suis partisan de ça. Savoir que, en fait, on s'en fiche. En fait, moi, ma position, c'est qu'on dit ce qu'on veut. On dit, voilà, il y a un FC, la Covid qui est là. Certains sont pour le, voilà, FC, voilà, il y a le, là, il y a du le, voilà. D'accord. Moi, je dis, on dit ce qu'on veut. On s'en fiche. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est comment on va mettre fin à tout ça. Voilà. Alors ça, les querelles moi, je mens, mais voilà, j'allais dire un truc, mais je vais pas le dire. On fait un sondage là-dessus? Vous voulez? Vous voulez faire un sondage sur le ou la Covid? Ça vous dit ou pas? Hein? Ou on s'en fiche? Ah bah allez, on fait, mais rapide. Un petit sondage, rapide. Pour ceux qui sont là pour la première fois, vous allez voir, c'est super drôle. Comme ça, on est vraiment dans l'échange, dans la participation. C'est pas moi qui vous raconte des trucs, c'est on parle ensemble. Alors Covid. Le titre du sondage, ça va être Covid 2. Pour quel article? Ok, quel article? Donc, 1, ça c'était la première proposition. 2, là. 3, je vais pas mettre on s'en fout parce que on va m'empocher de publier le sondage. Là où aucune importance. Voilà, c'est plus classe, quoi. Et c'est parti, on le fait rapide celui-là, hein, parce que là, je traîne tellement ce matin, c'est pas possible. Voilà, aucune importance. Si j'enlève les coquilles, c'est mieux. Covid, quel article? Là, aucune importance, c'est parti, let's go, petit sondage rapide, pof. Comme ça, ceux qui n'ont jamais joué, vous allez voir, c'est rigolo. Hop, le sondage est parti, normalement vous l'avez dans le chat, vous pouvez voter. N'hésitez pas à rafraîchir le chat avec un petit F5 et ça marchera bien. Hop, je vais vous commenter les résultats en sondage. Et pour l'instant, c'est le casaque verte à la corde qui est parti très fort. Ah bah oui, le match il est joué là. 50% de Le qui a une très large longueur d'avance sur ses concurrents, et ça cravache derrière, mais là qui était en petite forme cette saison d'ailleurs, hein, son entraîneur l'avait dit, là est très faible, 5%, il y a très peu le FC la Covid, il est très faible, et 37% de mon avis à moi, à savoir que ça n'a aucune importance. Mais vous voyez, finalement je suis content, parce que moi au quotidien dans les journaux,
sur France Info, je dis le Covid, parce que voilà, ça a commencé comme ça et que c'est très très bien. La Covid, on peut le dire aussi, ça n'a aucune importance, mais là, il n'y a que 6%. Et aucune importance, d'ailleurs, vous êtes comme moi, eh bien c'est 37%. Voilà. Donc on va le faire. En général, le sondage il dure 2 minutes, mais là je le fais très très court puisque la tendance est très très nette. Hop, 57%. 57% le Covid, au quotidien vous dites plutôt ça, 6% seulement la Covid. Voilà. Ça, tiens, ça va interpeller mes confrères journalistes, ceux qui disent la Covid, ils vont se dire et aucune importance, 37%. Ok, super. Merci. Premier sondage de la matinée. Bah, finalement, c'est intéressant. Donc, qui sont ces gagnants de la Covid, selon nous ce matin? Ouais, il y a des commerçants qui ont réussi à accroître leur clientèle avec la pandémie. Bon, bah, ça, des gens qui ont su sans doute s'adapter, sans doute beaucoup se reposer sur Internet, c'est intéressant. Et puis la percée des circuits courts aussi, tiens, et d'Internet aussi. Ok. Donc certains sont malgré tout gagnants. Tiens, Nord-Éclair parle d'un couvre-feu, mais très théorique. C'est drôle ça. Ah, oh bah là, j'ai envie de refaire un sondage, c'est affreux. Nord-Éclair, on est du côté de Lille, un couvre-feu très théorique. Comme lors du premier couvre-feu en octobre, nous avons pris le pouls des villes de Roubaix, Tourcoing, Wattrelos. Et à la différence d'il y a 3 mois, le couvre-feu avancé à 18h est avant tout théorique. Tiens, c'est drôle ça. C'est étonnant ça. Ça, c'est très très drôle. À Roubaix, je confirme, me dit Nosicat. Tiens, on en fait un rapide. Oh là, alors, je pensais pas faire beaucoup de sondages ce matin, mais alors là, ça m'intrigue vraiment. La question est très simple. Je vais vous demander, est-ce que vous respectez le couvre-feu à 18h? Parce que vraiment, ça m'interpelle, ce papier de Nord-Éclair. Respectez-vous? Excusez-moi, je n'ai pas encore bien l'habitude de mon clavier de gamer avec des petites couleurs partout, là. Il me perturbe un peu, alors je tape n'importe quoi. Couvre-feu à 18h. Respectez-vous le couvre-feu à 18h? Bon, là, c'est oui ou c'est non, hein. Je crée pas une case, je sais pas, hein, vous savez, hein. Oh, d'accord. Je vais pas mettre des fois, hein, on est d'accord. Respectez-vous le couvre-feu à 18h? J'ai oublié heure. Ça m'intéresse. Oui, non, tout simple, on fait basique, c'est parti. On fait basique parce que là, Nord-Éclair nous dit qu'il est très théorique, qu'il n'est pas respecté. Je suis un peu intrigué par ça. Et le résultat de ce sondage qui est en train de tomber, eh ben, il me confirme le fait que je trouve cet article, ce reportage bizarre, parce que vous êtes 88% à respecter le couvre-feu. Hein, vous êtes déjà plus de 3500, vous êtes à avoir voté déjà là. Et vous êtes 88% à respecter le couvre-feu. Et que 12% à ne pas le faire, pour des raisons diverses et variées dans lesquelles on ne va pas rentrer ce matin. Donc ce couvre-feu très théorique de Nord-Éclair, je sais pas, il m'interpelle un petit peu. Bon. Alors après, peut-être que dans ce que constate Nord-Éclair, et c'est peut-être aussi le pourquoi du 12%, c'est qu'il y a des exceptions, mais qui sont tout à fait encadrées. Hein. Pour le travail, les attestations, le boulot, je vois beaucoup de messages là-dessus. Le boulot qui se termine après 18h, bon là, on a une attestation, un papier, il n'y a pas de problème. Donc voilà, dans ce cas-là, vous respectez le couvre-feu, bien sûr, hein, si vous le faites pour une bonne raison, notamment de travail, ou pour aller chercher les enfants à l'école aussi, ça aussi c'est autorisé. Voilà. Mais bon, du coup, cet article m'interpelle un petit peu. On continue, Samuel, arrête de faire des sondages. On n'aura jamais le temps de parler de l'actualité ce matin. Mais vraiment, je suis content de votre réponse parce que cet article m'avait un petit peu interpellé. Alors, en une de la presse en région, ok, bon, bah, le Progrès de Lyon est à mort devant... Ah, c'est drôle, bah, devant personne. Ah, j'adore. Ils soutiennent ou pas? Ah si, quand même, à mort. Parce que ça, c'est le derby, quoi. C'est un des derbys en foot. Moi, je suis pas un passionné de foot. En tout cas, je suis pas un spécialiste. Hein. Je suis ça, j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe pour savoir de quoi je parle aux infos, mais je suis pas un grand spécialiste. Mais je sais que le derby Lyon-Saint-Étienne, hein, ça, c'est quelque chose. Hein, c'est vraiment un sommet à chaque fois de ferveur. Alors, dans les stades, là, pas trop. D'ailleurs, c'est parti dans le chat. Il y a des supporters du FC Vert, il y a des supporters de l'OL. C'est vraiment un derby super important. Il y a un vrai truc de fierté là, de gagner le derby de la région. Voilà. Donc, c'est Saint-Étienne qui reçoit manifestement. Regardez, c'est marqué ASSE OL, 21h, un derby, ça se gagne, dit le Progrès.
le Progrès de Lyon. Alors, est-ce que... Parce que le Progrès il doit être lu aussi à Saint-Étienne. Voilà. Ah ouais, non, mais ils soutiennent quand même les Lyonnais. Hein. C'est le journal. Ah, Tim OL. Bah ouais, ils soutiennent les Lyonnais. Elle est drôle, cette une. Ah, il y a une petite prise de position, là. Du pro. À mon avis, les supporters de Saint-Étienne, ils vont pas l'acheter, le Progrès de Lyon, aujourd'hui. Alors, c'est bien aussi, ça. On en avait parlé à l'occasion d'un article dans le Figaro, je crois, sur le phénomène Arsène Lupin. C'est la série Lupin sur Netflix qui est en train de tout casser. La Provence, là on est à Marseille, écrit alors que la série Lupin est le carton du moment sur Netflix. Le carton, pas qu'en France, c'est regardé, ça a explosé à l'international, aux États-Unis notamment. Gros plan dans la Provence sur Marius Jacob, cambrioleur marseillais qui aurait inspiré le créateur de ce héros auquel Omar Sy rend hommage à l'écran. En fait, on a déjà évoqué ensemble ça, donc je ne vais pas lire l'article avec vous, mais c'est vrai que certains se demandent si Arsène Lupin n'a pas... Le personnage de... C'est Maurice Leblanc, je crois, l'écrivain. Arsène Lupin n'a pas été inventé en fait en référence à un vrai... à quelqu'un qui a existé, qui s'appelait Marius Jacob, cambrioleur marseillais, je ne sais plus à quelle époque, qui a enchaîné des cambriolages avec son équipe. Alors l'article que j'avais lu à l'époque, c'est Maurice Leblanc, c'est ça, disait, alors est-ce qu'il l'a inspiré? Maurice Leblanc en tout cas à l'époque avait dit non, j'ai pas été inspiré par cette affaire, Marius Jacob, et l'article disait les deux personnages étaient quand même très très différents. D'ailleurs je vois que vous avez la ref Johnny Valve dans le chat. Il était anarchiste, c'était un cambrioleur qui revendiquait ses actions au nom de l'anarchie, en disant de toute façon cet argent gagné par les riches, c'est pas leur argent, il n'est pas à eux, c'est de l'argent volé en quelque sorte, sur le dos de ceux qui ont été exploités, et donc en fait ce n'est pas un crime de voler cet argent, voilà. C'est drôle, voilà. Alors le fait que Marius Jacob était marseillais est peut-être un peu lié au fait que la Provence quotidien de Marseille consacre sa une à ce phénomène. Je lisais le chat en même temps, d'où la petite pause là. Merci Républicain Laurent. Alors ça c'est là c'est vraiment le titre qui mérite mon nouveau petit bruit de ma table. Attention, voici un titre qui fait peur. D'où viendra le prochain virus? Ok, merci. On avait bien besoin de ça. Au Brésil, en Afrique, écrit le Républicain Laurent ce matin, les chasseurs de virus traquent chez les animaux les futures maladies émergentes. Le nouvel ennemi s'appelle Nipah. Bon, super. On nous annonce des nouveaux trucs. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est le débat de savoir si les activités humaines de ces dernières décennies, le fait qu'on a de... il fait du bruit, mon PC, il souffle. Ouais, mais il faut qu'il refroidisse. De temps en temps, vous avez ce bruit de souffle, c'est pas grave. Il faudrait que je travaille là-dessus. Si, en fait, l'activité humaine, notamment la déforestation, le fait que l'homme se rapproche de plus en plus en supprimant des forêts, notamment en Amazonie, mais pas seulement, en se rapprochant de plus en plus de la faune sauvage, ne favorise pas les interactions hommes-animaux, le passage des virus qui franchissent la barrière des espèces. Et donc certains se demandent si il n'y a pas un lien entre notamment le Covid-19 et ces activités humaines, si finalement, au nom de l'écologie, il n'y a pas un nouvel aspect dans la lutte pour l'environnement qui est de attention, parce que ce qu'on fait, ça peut favoriser l'émergence de nouveaux virus. Et c'est ce qu'évoque ici le Républicain Laurent. Voilà. Mais je suis content de vous avoir vu ma nouvelle musique qui fait peur. Je voulais la mettre, j'ai raté. Je l'adore. Elle fait flipper un petit peu cette musique. Bon, voilà, drôle de sol. Elles sont drôles. Enfin, elles sont pas drôles pour les commerçants. C'est l'Union dans la région de Reims qui dit ça. Morale en berne, perte de pouvoir d'achat, crise sanitaire, le couvre-feu pénalise les soldes d'hiver dans cette région. Moi qui aime bien vous annoncer parfois des bonnes nouvelles, en tout cas vous dire qu'à côté des mauvaises, il y en a des bonnes. J'ai du mal à vous en trouver. Mais je vais je vais essayer quand même. Bon. Ok. Bon, écoutez, c'est pas mal. On a passé la presse en région. Quel enseignement on peut tirer de ce passage en revue des unes? Il est un peu fort le son de ma soundboard. Pourtant j'ai fait des petits réglages sympas. Petit sondage dans le chat. Est-ce que c'était trop fort là?
Est-ce qu'il faut que je la mette un peu moins forte, mes petites jingles? Oui. Ah, c'est trop fort. Vraiment trop fort? Un poil fort? Ça peut aller? Trop fort. Ok. Je, je vous la, on fait un essai. Je vous la baisse un peu là. Je vous la baisse un peu. Et dites-moi si c'est mieux. C'est mieux là? C'est mieux ou pas? C'est mieux. C'est trop faible. Ok, d'accord. C'est difficile. Quel enseignement on peut tirer de ces une en région? Eh bien il y a de l'inquiétude. Il y a de l'inquiétude, hein, quant aux conséquences économiques, quant aux conséquences psychologiques pour toute la population, notamment pour les plus jeunes, qu'il y a des inquiétudes pour les supporters de l'OM aussi, et qu'il y a des inquiétudes concernant le troisième confinement peut-être. Mais ça, on va l'évoquer tout de suite. Voilà pour ce coup d'œil rapide à la presse en région. C'est toujours intéressant de le faire. Et puis, c'est l'occasion de me féliciter à nouveau qu'on ait une presse régionale forte, vivante, diverse. Voilà, on a une magnifique presse régionale. Et donc, quand je dis acheter un journal national, c'est aussi, bien sûr, acheter de temps en temps un journal régional parce qu'ils sont aussi très bien faits. On commence par quoi? Moi, j'ai l'habitude de commencer par le... Ah, j'ai Le Monde aussi à vous lire. Plein de choses. Mais là, on va commencer quand même par le JDD, parce que pour moi, c'est l'info de la matinée. Reconfinement imminent. Depuis quelques jours, j'ai lu, comme tout le monde, des interviews de scientifiques, d'épidémiologistes qui me disent oh, je crois qu'on va peut-être pas y échapper. Mais je me disais, couvre-feu à 18h, si, on va peut-être y échapper. Hein, croisons les doigts. Et là, le JDD nous dit, pas du tout. On va pas y échapper. Reconfinement imminent. Macron pourrait l'annoncer dès cette semaine. Donc là, vraiment, c'est une quasi-certitude pour le JDD. Je suis désolé de vous rapporter cette info. Saison 3, on n'est pas sur Netflix, là on est dans la vraie vie. Saison 3 du confinement, la décision est sur le point d'être prise. Alors lisons cet article ensemble. Ah mais je vous ai pas mis l'article. Samuel. Voilà, regardez, c'est là. Le reconfinement n'est plus qu'une question de jours. Face à la persistance de l'épidémie et à la menace d'une accélération fulgurante des contaminations dues aux variants, les fameux variants, en fait c'est ça, hein, les variants britanniques, sud-africains notamment, c'est vraiment ça qui crée l'inquiétude. Plusieurs sources haut placées au sein de l'exécutif l'assuraient hier au JDD, la décision est sur le point d'être prise. Seul le calendrier et les modalités, ça c'est important, très important, à quoi il va ressembler ce couvre-feu, reste en débat. Comme l'an dernier en mars et octobre, Emmanuel Macron devrait l'annoncer en personne aux Français dans une déclaration télévisée la date de mercredi, là, cette semaine qui vient, pour le prochain Conseil de défense est évoqué pour une entrée en vigueur de dispositif avant la fin de la semaine et au moins pour 3 semaines selon un ministre qui confie ça au JDD. Anticipant le choc que cette annonce tu m'étonnes, risque de provoquer parmi la population, le gouvernement réfléchit à la meilleure formule pour cette 3e phase de confinement à venir. La limitation des sorties et des déplacements, bien sûr, c'est la base, devrait s'accompagner d'une fermeture partielle ou d'une réduction des horaires d'ouverture des commerces non essentiels. On n'irait pas, a priori, vers une fermeture totale des commerces, hein, comme ça avait été le cas dans le passé. Hop, un petit réglage technique, tac. Mais alors, quelle est la phrase? Une fermeture partielle ou une réduction des horaires d'ouverture des commerces non essentiels, mais les établissements scolaires devraient rester ouverts. Voilà. En revanche, au niveau des déplacements, notamment, je suppose, interrégionaux, il va y avoir sûrement des limitations. D'ailleurs, il y a une interview de Jean-Michel Blanquer qui redit que la fermeture des écoles n'interviendra qu'en tout dernier recours. Voilà, c'est vraiment le choix de la France. D'ailleurs, il y a une explication ici. Pourquoi? Vous pourrez lire l'interview de M. Blanquer dans le JDD. Pourquoi? Parce que maintenir la continuité de l'enseignement reste un marquant primordial pour le président Macron, autant pour ne pas creuser les inégalités sociales que pour ne pas empêcher les parents de travailler. Bien sûr, il y a une arrière-pensée économique aussi là-dessous. Dans le but de restreindre la circulation des personnes pour limiter la propagation des virus, les entreprises vont de nouveau être invitées à aménager les conditions de travail de leurs salariés. Donc c'est retour du télétravail à bloc, hein, je traduis. Vous voulez des mauvaises nouvelles? J'en ai encore, désolé. De son côté, le secrétaire d'État au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne lançait dès vendredi sur le Figaro.fr un appel à la prudence dans la perspective des vacances scolaires de février. Je traduis, ne réservez pas pour vos vacances de février.
des billets d'avion, des locs, etc. Sauf si vous avez l'assurance de pouvoir vous faire rembourser auprès des prestataires auprès de qui vous faites ces réservations. Bon, désolé. Alors pourquoi on prend cette décision? Là, on nous annonce un nouveau confinement. À vérifier, hein. C'est pas parce que c'est écrit dans le JDD qu'ils peuvent pas se tromper. Mais bon, on nous annonce ça pour cette semaine. Pourquoi? En France, le couvre-feu à 18h semble bien avoir eu un effet positif dans les 15 départements qui ont été soumis en premier. Baisse de 10 à 15% quand même des contaminations. Bon, bah ça a marché le couvre-feu à 18h. Bah alors pourquoi? Mais, c'est le mais qui est important, les dernières projections de l'INSERM et de l'Institut Pasteur scrutées par l'Élysée font redoubler une hausse exponentielle des infections, principalement à cause des fameux variants anglais et sud-africains. En fait, ce sont ces variants qui ont complètement changé la donne. Oui, sans compter la crainte d'un effet galette des rois. Alors moi j'ai vu ça ce matin. L'effet galette des rois, qu'est-ce que c'est cette histoire, évoqué par certains experts, s'il s'avérait que les familles ont baissé la garde pendant l'épiphanie. Alors là, les bras m'en tombent. Vous vous rendez compte, cette année, la galette des rois pourrait avoir participé au fait qu'il y a un troisième couvre-feu. Eh ben, la galette des rois. Hein? Bah, si j'avais su, j'en aurais moins mangé cette saison. Face à ce défi, la solution d'un confinement limité au week-end, ça a été manifestement envisagé. Un confinement juste pour le week-end, pour compléter le couvre-feu durant la semaine, semble avoir été jugée insuffisante. Donc on a pensé à un couvre-feu que le week-end, mais finalement ce serait non. Alors le problème, et ça renvoie à plein de commentaires que j'ai vus dans le chat qui disaient là au début quand j'ai annoncé cette nouvelle, ah non, pas un troisième confinement. Eh bien, regardez ce sondage. Sondage publié cette semaine par les Échos, 72% des Français s'attendent à un reconfinement, mais seulement 41% le souhaitent, c'est pas beaucoup, nettement moins que lors des 2 précédents confinements. Né vendredi sur les réseaux sociaux, le hashtag « Je ne me confinerai pas » figurait hier parmi les sujets les plus partagés sur Twitter. La bataille contre la contagion sera aussi une affaire de conviction. Je suis allé voir ce hashtag ce matin, par curiosité, effectivement. Il y a eu un boom depuis quelques jours de commentaires sous ce hashtag. Je ne me confinerai pas, de gens qui disent non. Non, je fais fi de la crise sanitaire. Non, je ne me reconfinerai pas. Il y en a marre. C'est chaud. D'où cette phrase très importante à la fin de l'article. La bataille contre la contagion sera aussi une affaire de conviction. Bah ouais. Parce que c'est le troisième et que les gens en ont un petit peu marre. C'est chaud. Excusez-moi, mais il n'y a eu qu'un seul vrai confinement. Le deuxième n'en était pas un. Ouais, il me dit Karine dans le chat. Il était moins dur que le premier. Mais il y avait quand même un encadrement. Sondage. Alors, il est forcément imparfait le sondage qu'on va faire parce qu'on ne connaît pas. On ne sait pas à quoi va ressembler ce troisième confinement. Il y a plein d'options possibles. Est-ce qu'on va fermer les magasins? Est-ce qu'on va réduire leurs horaires d'ouverture? Dans quelle mesure les déplacements seront de nouveau limités? Est-ce que la règle du 1 km va revenir? Mais, sur l'idée générale, la question que je vais vous poser dans le sondage, pour moi c'est le plus important de sondage qu'on fait ce matin, c'est... J'ai oublié d'afficher les résultats tout à l'heure ce qui m'empêche d'en faire un. Donc c'était sur le couvre-feu à 18h que vous respectez à 88%. Ok, donc nouveau sondage. Pour moi, celui-ci, il est vraiment important. Ah bah voilà que je peux plus... Ouais. Ah c'est drôle, je peux plus faire de sondage. J'ai fait une boulette sur le dernier. J'ai pas dû l'arrêter ou un truc comme ça. Et tenez-vous bien, je peux plus faire de nouveaux sondages. Ah ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Sondage en cours. C'est drôle ça. Ah ouais, là je dis terminer le sondage, vous voyez. Oui, j'ai un bug du sondage. Ouais, ça peut arriver. Je peux pas terminer le sondage en fait. Alors je vais pas relancer je vais pas relancer le logiciel parce que ça va nous faire perdre du temps. C'est dommage, mais c'est pas grave. Il veut pas que je ferme. Tant pis. On a bien fait d'en profiter des sondages parce que c'est cassé là. On a cassé les sondages. Vous êtes trop nombreux à voter. C'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est pas très grave. À moins que les modérateurs arrivent à me réparer ça. Franchement, c'est pas très grave. En plus,
Un sondage sur un confinement dont on ne connaît pas la forme, franchement, voilà. Je suis pas sûr qu'un petit F5 ça suffise. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça pour le coup, les amis. Un F5, parfois, c'est un petit peu aussi. Est-ce que tu as bien pensé à allumer et éteindre ton ordinateur, quoi. Hein. Je le fais quand même. Je le fais quand même. Voilà. Pour le FC F5 qui est dans la place là. Genre, hein, juste. Voilà. Oui, je m'en doutais. Non, le F5, c'est un peu trop facile. C'est pas grave. De toute façon, un sondage sur un confinement dont on ne connaît pas encore la forme, ça aurait été difficile de l'interpréter. Donc c'est pas très très grave. Et franchement, je vais pas rebooter le logiciel et vous perdre juste pour faire un sondage de plus. En revanche, on va parler de ça parce que ça c'est très important. Donc on a une interview de Jean-Michel Blanquer, vous la lirez si vous avez le temps dans le JDD aujourd'hui, sur l'école qui ne fermera qu'en dernier recours. C'est ce que nous explique Jean-Michel Blanquer. En cas de reconfinement, le ministre de l'Éducation préfère les modalités qui ont prévalu en novembre avec les écoles ouvertes. C'est ce qu'il préfère. C'est pas lui qui décide. Hein. Dans la Ve République, l'arbitrage, il est bien sûr dans les mains du président Macron. Ce qui m'intéresse, c'est que Jean-Michel Blanquer, regardez, là, en bas à gauche, revient sur le malaise des étudiants, le mal-être, comme le dit de JDD. Les universités donc, pourront accueillir à partir de demain les premières années par demi-groupe en travaux dirigés. Pourquoi n'ont-elles pas ouvert plutôt en demi-groupe pour tous les élèves comme de nombreux lycées, demande le JDD? Réponse du ministre de l'Éducation. La plupart des pays... Non, c'est pas Castex l'arbitrage. Quelqu'un me dit, c'est Jean Castex l'arbitrage. Alors, la réalité de la Ve République, c'est comme ça que le général de Gaulle a souhaité ce régime politique, c'est que c'est le président, le patron, c'est le président de la Ve République. Alors, on aime ou on n'aime pas ce système politique, mais celui qui arbitre les décisions importantes dans notre pays, c'est pas le Premier ministre. Le Premier ministre, il est nommé par le président, il est démis par le président. Il tire sa légitimité uniquement du président de la République. Donc, sur les trucs importants comme ça, c'est pas une question de responsabilité ou pas, celui qui décide dans la Ve, c'est le président de la République. D'où l'importance de cette élection dans notre pays. Voilà pour celui qui me posait la question à l'instant, qui me disait que c'était Jean Castex qui allait arbitrer. En fait, pas du tout. Réponse donc du ministre de l'Éducation. La plupart des pays du monde ont fait le même choix pour les universités, développer l'enseignement à distance, considérant que ces jeunes adultes sont plus autonomes. À mon avis, ça va pas satisfaire les étudiants et leurs représentants, cette réponse. Voilà. Et on va aussi parler des lycéens ce matin, dont on a trop peu parlé. Je me dépêche parce que je suis très bavard ce matin et je me rends compte que le temps passe trop vite. Donc là, on a un reportage dans le JDD très intéressant sur une partie des étudiants qui basculent dans la précarité, notamment parce qu'ils ont perdu les petits jobs qui leur permettaient de financer leurs études, parfois même de régler le loyer, et souvent même et de manger. Et là, on a de plus en plus d'étudiants qui vont... au secours populaire, qui vont au Resto du Cœur pour aller chercher des paniers repas. Donc, grosse galère financière. Article dans le JDD. Et moi, ce qui m'intéressait encore plus ce matin, parce que ça, on en a très peu parlé, c'est les élèves, les collégiens, les lycéens. Hein, parce qu'on peut penser que eux, ils sont en présentiel, donc tout ça est moins impactant pour eux. On ne s'y intéresse pas beaucoup. Et regardez, les professionnels de santé constatent une hausse des cas de lycéens et collégiens en proie à des souffrances psychologiques. En 30 ans de carrière, Brigitte Streff n'a jamais connu ça. Depuis le mois de décembre, l'infirmière scolaire de Moselle a fait hospitaliser 4 élèves en unité psychiatrique. Des cas de scarification, d'idées suicidaires, d'anorexie, de violence extrême, égrenent-elles. Ces enfants ont été privés de leurs copains lors du premier confinement. Il y a eu des pertes de repères, de sociabilisation. Cette année, c'est très compliqué. C'est un âge en plus où on se construit. C'est peut-être plus difficile de gérer les inquiétudes et le stress, je pense. Parmi les infirmiers et les infirmières scolaires en première ligne face à ce mal-être grandissant des élèves, le constat est unanime, la crise du Covid-19. Le sondage est revenu? Le sondage est en cours? Les modérateurs ont réussi à lancer le truc? Ok, d'accord. Attendez, on va voir. Et il a le sondage? Alors moi, je ne l'ai pas. Alors, je vais toucher à rien. Ok. Alors, vous me le commentez à ma place, parce que moi, je ne l'ai pas. Là, je le vois là-haut, là. Alors, merci les modérateurs. C'est reparti, alors. Ah, là, ils sont... Ah, je l'ai. Ok. Alors, troisième confinement pour... Ah, si, c'est intéressant. 56%. Vous êtes 2500 à avoir voté déjà. Donc, pour 55%, contre 20%. Voilà.
et pas d'avis 24%. Alors le pas d'avis, je le comprends, puis comme je disais, on ne connaît pas la forme de ce troisième confinement, donc on pourra se prononcer plus finement quand on saura à quelle sauce on est mangé, si je puis me permettre l'expression. Mais malgré tout, voilà, au nom de la crise sanitaire, vous êtes une majorité, 55%, à penser que voilà, ce troisième confinement est nécessaire et contre 20%. Merci aux modos, merci aux modérateurs pour ce sondage que je n'ai pas réussi à lancer parce que c'est bugué. Je reviens à mes lycéens parce que c'est inquiétant. Les consultations des infirmières dans les lycées ont augmenté d'environ 20% depuis septembre, principalement pour des besoins d'écoute et d'accompagnement. Dans l'intimité des infirmeries, hein, on a tous été à l'infirmerie là, quand on avait des bobos au lycée, les élèves confient leurs insomnies, leurs traumatismes, leurs craintes face à une situation qui leur semble inextricable. Des jeunes me disent « j'ai pas d'avenir ». C'est chaud quand même. Hein, l'impact psychologique de cette crise sanitaire sur les plus jeunes. D'autres me disent qu'ils ne veulent pas d'enfants dans ce monde. Certains disent même vouloir en finir. C'est ça que les infirmiers entendent aujourd'hui dans les lycées, dans les collèges. C'est chaud. Et je pense qu'on n'en a pas conscience. Nous, les un peu plus âgés, et notamment les parents. Les enseignants peut-être plus d'ailleurs, eux qui sont en contact en classe avec tous ces jeunes. Mais voilà, je voulais en parler avec vous. Pardon pour ces mauvaises nouvelles, mais j'ai vu cette interview d'Yves Lévy ce matin dans le JDD, professeur d'immunologie clinique. Le virus pourrait circuler pendant des années. Pendant des années, je voulais juste la conclusion de l'article pour aller à l'essentiel. Je me méfie de la pensée magique, dit ce spécialiste, cet épidémiologiste, selon laquelle le virus va se fatiguer à l'été. Moi j'aimais bien cette idée pourtant. Et le vaccin forcément bloquer la transmission de l'épidémie. Elle me plaisait bien cette idée pourtant. Voilà, même si on l'espère tous. Bah oui, tu m'étonnes. Il faut se préparer à l'hypothèse d'un scénario plus pessimiste selon lequel le virus circulerait encore pendant plusieurs années. J'espère vraiment me tromper. Moi aussi, mais il faut y réfléchir comme un pays se dote d'un bouclier nucléaire en souhaitant qu'il ne se serve jamais. Donc là, c'est un scientifique qui intellectuellement se dit, par honnêteté intellectuelle, je dois vous dire qu'en tant que scientifique, rien n'est impossible. Rien n'est impossible, et donc cette hypothèse d'un virus ne cessant de connaître des variants contre lesquels chaque année il faudrait se vacciner, comme la grippe saisonnière, hein, avec des vaccins modifiés, il faut l'avoir à l'esprit. C'est pas sûr du tout, mais c'est possible. Et donc, intellectuellement, par honnêteté intellectuelle, je dois vous le dire, dit ce professeur. Alors, le JDD a donné la parole, c'est intéressant, à 3 autres épidémiologistes célèbres et qui sont pas forcément d'accord. Je voulais aussi vous donner ces infos parce que c'est un peu plus positif. Yves Copieter. L'histoire des épidémies nous apprend que l'on finit toujours par revenir à une vie normale grâce à un vaccin, un traitement ou par disparition spontanée du virus. Ah, quand même une bonne nouvelle. Antoine Flao. Si les 15 millions de Français vulnérables et de plus de 65 ans sont protégés avant l'été, alors la vie économique et sociale reprendra ses droits plus proches que de celle d'avant. Ok, Pascal Crépet enfin. La situation devrait déjà être meilleure au printemps, quand on aura passé l'effet négatif de l'hiver sur la dynamique épidémique. La vie normale, alors on se dirige vers des mois compliqués, mais si on limite l'importation de nouveaux variants, et que les 25 millions de personnes à risque de formes graves sont vaccinées en France, on pourra passer un été aussi normal que le précédent. Pas pire en tout cas. À la rentrée, une large part de la population sera vaccinée, on pourra respirer, mais peut-être pas sans masque. Donc voilà, il y a des scénarios pessimistes et d'autres un peu plus optimistes. Je voulais les évoquer tous avec vous. 10h40, clairement je ne vais pas avoir le temps de vous lire tout le JDD, eh ben c'est pas grave. Il est 10h40, la journée ne fait que commencer, donc je vous signale cet article passionnant sur le président russe, qui manifestement serait beaucoup plus proche de ses sous qu'on ne le croit, qui aurait financé une cagnotte personnelle à hauteur de... J'ai un chiffre de dingue. À hauteur de combien? Je vais vous le donner quand même ce chiffre. À hauteur de... Où est-ce qu'il est 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars. Un circuit avec un circuit totalement occulte à base de marchés attribués à des entreprises. On lui reverse une partie. Tout ça part à l'étranger, en Suisse notamment et tout. C'est passionnant. Ça se lit comme un roman d'espionnage. C'est page 17 dans le JDD. J'ai pas le temps de vous le lire, mais franchement, ça vaut la lecture. Hop. Alors juste un mot
parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur cette affaire, sur l'agression du jeune Yuri, sur cet ado de 15 ans qui a été battu à tabac de façon ultra violente par une bande de jeunes à Paris. Il y a eu beaucoup de réactions. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, mais le footballeur Antoine Griezmann, Omar Sy aussi, ont réagi à cette agression. Vous avez peut-être vu les images sur Internet. Elles sont ultra violentes. Je vous donne juste l'information principale, à savoir que pour l'instant, la police n'a pas de piste. Voilà. Sur les images, on voit clairement que les agresseurs, les assaillants, ont le visage avec des capuches et tout. Clairement, ils se cachent des caméras. Ils ont conscience qu'ils sont filmés. Des caméras de surveillance notamment. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de piste. Voilà. Mais donc c'est l'info essentielle de cet article. Il y a d'autres infos dans cet article. Là aussi, je vous invite à lire le JDD, page 23 ce matin. Bon, désolé, ça va vite ce matin, mais j'essaie de vous donner le maximum d'infos par rapport à ce que j'ai lu. Polémique ces derniers jours, polémique sur le dessin de Xavier Gors qui a été publié dans Le Monde. Alors le voici, ce dessin, je voulais vous le montrer. C'est pas un dessin interdit, il n'a pas été censuré, il n'a pas été retiré du Monde. En revanche, ça a provoqué plein de réactions. Donc je vous lis ce dessin, et il y a deux camps. Il y a des gens qui estiment que ce dessin n'aurait jamais dû être commis, voilà, qu'on ne peut pas rire de tout, en tout cas pas de ce sujet-là. Et puis il y a des gens qui disent, au nom de la liberté d'expression, si, il faut savoir rire de tout. Xavier Gors, là ce dessin il l'a retweeté d'ailleurs sur son compte, donc c'est deux pingouins qui parlent, manifestement un petit pingouin qui parle à un adulte, sans doute un enfant, il dit « Si j'ai été abusé par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père, transgenre devenu ma mère, est-ce un inceste ?» Bon, deux camps. Ceux qui disent au nom de la liberté d'expression, au nom de l'humour, il faut pouvoir rire de tout. Et l'autre camp qui dit non. Bon, c'est ça. Alors moi, je vais donner la parole aux deux camps. Plantu, qui soutient Gors. Plantu, c'est ce dessinateur mythique, bien sûr, figure historique du Monde, le délicieux dessin de Plantu, quasiment chaque jour en une du Monde. Et lui, il défend ce travail, il dit le dessin de Gors, il est génial. Il dit que c'est génial. Alors je vous explique pourquoi il dit ça. Le dessin de Xavier Gors c'est génial, il m'a tout simplement fait rire. Comme on dit souvent, il fait du bien là où ça fait mal. C'est tout l'art du dessinateur à partir d'un sujet douloureux comme l'inceste. Xavier a trouvé une idée totalement décalée, carrément humoristique, carrément casse-gueule. C'est ce que j'aime dans ce dessin. Le JDD dit à Plantu, mais certains le jugent choquant, stigmatisant. Soyez honnête, vous savez bien que ce dessin joue avec les interdits et qu'il ne stigmatise personne. En tout cas, estime Plantu. Mais est-ce que vous comprenez qu'il peut blesser certaines personnes? Toujours demande le journaliste du JDD. Je vais le citer d'ailleurs, c'est Renaud. C'est Renaud Revel qui a fait cette interview. J'aime bien souligner qui fait le travail. Oui, on se calme à propos des gens qui pourraient être blessés. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où Le Monde a publié des dessins hyper casse-gueule et dérangeants. Je vous cache pas que quand on a publié l'un de mes dessins sur le salafisme à la une, j'ai reçu un nombre incroyable de messages violents et j'étais un petit peu seul. Voilà. Donc lui, il soutient. D'ailleurs, il rappelle certains de ses dessins. D'ailleurs, il dit, quelle est la différence, demande le journaliste, entre un dessin de presse réussi et un raté? Il répond bonne question, il dit que c'est une question compliquée. Et il rappelle qu'un jour, il y a un de ses dessins qui est passé à la une du Monde, représentant un homme d'église, un prêtre, représentant un homme d'église tenant un enfant par la main et disant « Les voies du Seigneur sont impénétrables », tandis que le garçon répond « Il y a bien qu'elle ». Voilà. Donc lui aussi, il a commis des dessins comme ça qui pouvaient créer beaucoup de réactions. Lui nous dit, Plantu, non, on a le droit d'essayer de rire de tout. Bon, il est chaud le dessin de Plantu, on est d'accord. Et moi, ce que je suis allé voir là-dessus, c'est la version du Monde que je vous ai trouvée. Tac. Je vous ai trouvé, l'histoire vue du Monde maintenant. Nos explications sur le départ de Xavier Gors. Comme ça, vous avez les deux visions du Monde. Le dessinateur a annoncé mardi qu'il cessait sa collaboration avec notre journal. C'est lui qui est parti, il a claqué la porte. En raison, pas du retrait du dessin, Le Monde a pas retiré le dessin. Alors, c'était pas d'ailleurs dans Le Monde papier, c'était sur une newsletter, je crois, qui était envoyée aux abonnés. Mais bon, c'était vraiment dans les publications assumées par Le Monde. Le dessin, il n'a pas été retiré.
Il n'a pas été retiré, mais le journal a présenté ses excuses aux lecteurs que ce dessin aurait pu choquer. C'est pas tout à fait la même chose. Xavier Gors a quand même claqué la porte parce qu'il il était en colère en raison des excuses présentées par le journal. Alors, Le Monde revient sur l'affaire. Fallait-il ou non publier le dessin? Non, a estimé Caroline Monod, la directrice de la rédaction du Monde, dans un message d'excuses adressé aux lecteurs et publié le jour même. Voilà. Donc il y a une forme de courage dans le Monde parce qu'ils disent, en fait ce qu'ils disent c'est on n'aurait pas dû publier. Le dessin n'est pas passé par les canaux habituels de vérification. Hein, en général, l'article explique que tout dessin est regardé par la direction du Monde. Et là, pas, parce que c'était un autre canal, comme c'était pas pour le journal, mais pour une newsletter, en fait, le circuit de vérification n'était pas le même. Donc le Monde n'a pas supprimé le dessin, mais regrette qu'il ait été publié. D'ailleurs, il le rappelle, que le dessin n'a pas été censuré. Sa publication a en revanche entraîné des réactions mardi matin au sein de la rédaction. Oh, je suis en train de perdre ma voix. Instant café. Petit café. Je crois que ça va mieux. J'ai un petit chat dans la gorge en fait, puis du coup j'en pleure. Alors, j'en pleure pas de tristesse, mais j'en pleure. Alors, du coup je me suis un petit peu hydraté la gorge. Alors pas de souci sur la musique, hein, c'est sans droit d'auteur. Je sais que les habitués de Twitch savent qu'on n'a pas le droit de passer de la musique avec des droits d'auteur sur la plateforme. Ça c'est une musique libre de droit qui est fournie par Twitch, pas de problème. Et vous avez vu, je m'en suis pas mis partout aujourd'hui. Voilà. Donc le Monde essaye d'expliquer. Donc pas de censure, mais la publication de ce dessin a entraîné des réactions mardi au sein de la rédaction du Monde et de la Société des rédacteurs du Monde. Plusieurs journalistes estimant que la légèreté avec laquelle ce dessin traitait la question de l'inceste le mettait en porte-à-faux avec le travail de fond effectué sur cette question ces derniers mois. Double page d'enquête, titre de une, je vous en ai parlé d'ailleurs, je vous ai parlé de cette enquête. L'éditorial du Quotidien dans son édition du 24 novembre et puis un suivi approfondi des suites des accusations d'inceste contre son frère jumeau porté par Camille Kouchner contre le politologue Olivier Duhamel. Je vous ai beaucoup parlé de cette affaire aussi dans ce livre publié début janvier, La Familia Grande. Donc Le Monde nous explique, c'est intéressant. C'est pas les lecteurs d'abord qui ont réagi. Ce sont en fait les journalistes du Monde qui n'ont pas apprécié le dessin. C'est les journalistes du Monde qui disaient par rapport au travail qu'on a fait sur l'inceste ces dernières semaines pour mettre fin à ce tabou, pour l'éclairer en tout cas, pour en parler. 10h50, c'est pas possible, ça va trop vite. Eh bien, c'est d'abord les journalistes qui ont réagi. Voilà. Donc, le journal a présenté ses excuses. Voilà. La direction de la rédaction a estimé que ce dessin, déplacé dans certains de ses termes, pouvait légitimement heurter certains lecteurs, alors même qu'une libération douloureuse de la parole sur les faits d'inceste était en train de témoigner de la prise de conscience en cours sur ce sujet longtemps tabou au sein de la société. Elle a jugé en outre que le rapprochement avec la transidentité, à un moment il y a une blague sur une personne qui change de genre dans le dessin, destiné à créer un effet humoristique, n'était pas particulièrement bienvenu. Voilà, pour l'explication du Monde. Alors ce qui est drôle aussi, et là aussi, vous voyez quand je vous dis un journal, c'est une source en général fiable d'informations. On va parler des colis, promis. Je vais demander un petit rabat à Hélène, je vais lui envoyer un texto pour voir si je peux déborder de 10 minutes. C'est promis, on va parler des colis parce que c'est vraiment passionnant. Le Monde vraiment est transparent dans son truc. Par exemple, ils disent quelles ont été les réactions des lecteurs. Mais écoutez, c'est passionnant. Intéressant. L'émoi provoqué par la publication de ce dessin au sein de la rédaction, donc c'est les journalistes d'abord qui ont été émus par le dessin, a été rapidement suivi par l'arrivée de mails de réaction outragés au courrier des lecteurs. Alors les mots c'était indignation, indécence, incompréhension, sidération, perplexité, infâme, violent, nauséabond, mauvais goût, extrême. Bon, après, pendant le courrier des lecteurs, vous avez tous les jours des réactions comme ça sur le contenu d'un journal. Mais là, c'est très fort. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une deuxième phase, salve de réaction des lecteurs
pas sur le dessin, mais sur la décision du Monde de présenter des excuses et le départ de Xavier Gorce. Il y a plein de lecteurs qui ont écrit au journal pour dire mais on n'est pas d'accord avec ça, avec les excuses et avec le départ de Xavier Gorce. Donc les lecteurs du Monde, ils sont partagés. Les excuses du Monde ont déclenché une deuxième salve de réactions plus nombreuses et tout aussi indignées. Au milieu des accusations infondées de censure, puis il n'y a pas eu censure, hein, je le rappelle, ces lecteurs accusaient pêle-mêle le journal de piétiner la liberté d'expression. Le mouvement Je suis Charlie, je l'ai vu dans le chat, vous y avez fait référence, certains d'entre vous à plusieurs reprises, de céder à la cancel culture et au politiquement correct ou de suivre les traces du New York Times qui avait décidé en 2019 à la suite de la parution d'un dessin controversé de ne plus publier de dessin de presse dans son édition internationale. Écoutez, j'ai difficile d'avoir un avis sur la question, puis je vais pas recréer un sondage, on en a fait plein ce matin, mais voilà, c'est compliqué hein, ce débat. Est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'un dessin raté doit être censuré, doit être retiré? Est-ce qu'on doit présenter ses excuses? En tout cas, on voit que les lecteurs du Monde, par exemple, qui sont les premiers concernés, c'est eux qui ont reçu la newsletter, les abonnés, sont partagés entre eux, et d'un. Et deux, vous avez un journal Le Monde qui est transparent et qui vous raconte tout ça. Voilà. Eh ben, moi, c'est ce que j'aime dans la presse. C'est que vous savez comment une information elle est fabriquée. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai des petits faux contacts sur ma tablette. Et voilà. Et ça, du coup, vous pouvez apprécier un article ou pas apprécier un article, mais vous pouvez interpeller le journal. Voilà. Et là, le journal, dans un exercice de transparence que je trouve vachement intéressant, explique ce qui s'est passé, quelles réactions ils ont eues, pourquoi ils ont pris cette décision. Voilà, il y a comment dire, un côté un peu transparent et démocratique dans cette attitude que je trouve super intéressante. Alors, l'histoire des colis, super. Vous savez qu'on n'a pas lu le Parisien dimanche encore ce matin? Alors, vous savez qu'on va faire? C'est pas la télé, c'est Twitch, ici c'est cool. Donc, j'envoie un texto en direct à Hélène, qui est mon épouse, non? Pour ceux qui ne connaissent pas, comme je suis très très amoureux, j'en parle beaucoup, souvent. Donc, si c'est la première fois, vous ne le savez pas, mais j'en parle un petit peu beaucoup. Mais bon, voilà, c'est un peu ça l'amour. Ma puce, est-ce que je peux déborder? C'est vrai qui décide. Hein. Genre, je le disais, sous la 5ème République, c'est le président Macron qui décide. C'est comme ça. Hein. Voilà. Mais à la maison, pour la durée du stream, c'est Hélène. Et ça, c'est normal. Hein, il faut pas... voilà. Hein, c'est un truc... c'est normal. Hein, il faut... voilà. Est-ce que je peux déborder? Je cherche la bonne expression pour mettre toutes les choses de notre côté. De 10 minutes jusqu'à... Elle m'a dit, hein, quand je lui ai dit, allez, 11h, j'arrête ce matin, puis on va chez Belle-Maman pour le déjeuner dominical. Elle m'a dit, ouais, mais tu débordes toujours, après tu fais 3 heures. On va pas faire 3 heures. Jusqu'à 10h, jusqu'à 11h10. Ok, on fait ça? Voilà. Avec un peu de chance, elle est partie se promener avec les enfants. Elle est patiente avec moi, hein. Elle est patiente. Et on va voir ce qu'elle dit, ok? Alors, je vous montre le Parisien dimanche quand même très vite, si jamais on n'avait pas le temps. On a une interview d'Olivier Véran qui veut rassurer les Français. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de voir un peu la position du gouvernement. Voilà. On a... Qu'est-ce qu'on a dans le Parisien? Ah ouais, ça c'est passionnant. Si on n'a pas le temps d'en parler ce matin, page 12 et 13, dans le Parisien, un dossier passionnant sur cette plainte. L'audience va se tenir demain à Ivry, d'une franco-vietnamienne, hein, c'est cette dame-là, Tran To Nga, qui poursuit, l'histoire est dingue, les géants de la pétrochimie qui ont produit l'agent orange, hein, le désherbant qui avait été déversé par l'aviation américaine sur les forêts pour empêcher en fait les Viet Cong de se réfugier dans ces forêts pendant la guerre du Vietnam. Le problème, c'est que ça a eu des conséquences sanitaires gravissimes sur la population. Aujourd'hui encore, avec des enfants qui naissent avec des malformations. Donc l'affaire a été étouffée. Aux États-Unis, il y a eu des poursuites judiciaires, je vous la fais très très vite. Ça s'est réglé par un chèque, en fait, une conciliation, comme on dit, aux gens qui poursuivaient, mais pour une misère. Et en fait, je vois un truc dans le chat. Et en fait, je vérifie un truc. Et en fait, c'est reparti. C'est reparti en France. Voilà. Ça repart en France, cette histoire, avec cette plainte-là, de cette dame qui est franco-vietnamienne, qui a connu ça, qui était combattante,
dans la jungle à l'époque et qui a porté plainte. Et c'est passionnant. Donc si on n'a pas le temps, je vous invite vraiment à lire. Je vérifiais juste un truc. Voilà. Cet article. Et si j'ai un petit bonus, accordé par Hélène, eh ben je vous le lirai. C'est une histoire vraiment fascinante. Marie-Jo Pérec, qui pense aux sportifs qui sont en train de se préparer pour les JO, là. C'est la préparation d'une vie. Et elle se dit, s'il n'y a pas les JO, c'est fou. Qui peuvent encore être annulés, on ne sait pas. Hein. Voilà. Voilà, s'il n'y a pas de Jeux Olympiques, une génération passera à la trappe. Une interview très intéressante. Bon, ça va. Vous voyez, si on a un petit peu de temps pour parler de cet article intitulé Apocalypse Orange, ce sera sympa. Là, on file maintenant sur le fameux dossier sur les colis. Parce que ça, c'est passionnant. Quand je vous disais, je faisais la pub du Monde tout à l'heure, ce journal un petit peu, on a l'impression que c'est austère, peut-être loin de nos préoccupations. Que nenni. Regardez, là c'est vraiment un dossier sur notre quotidien. Qu'attendons pendant des plombes, des colis qui arrivent jamais, là. Ça c'est vraiment, tout le monde connaît ça. Et là on a un dossier, mais génial. Mon colis, ma bataille. Je rappelle la chanson de Balavoine. C'est mon fils, ma bataille, fallait pas qu'elle s'en aille. Wow. Je vous rappelle qu'on n'a pas le droit à la musique sur Twitch, en raison des droits d'auteur, mais Samuel Etienne a le droit de chanter. Et il chante très mal. C'est pas grave. Comme je chante très mal, je suis pas considéré comme chanteur, donc j'ai le droit de chanter. J'ai tout cassé, si vous touchez au fruit de mes entrailles, fallait pas qu'elle s'en aille. Wow. Donc, Mokoli, ma bataille. Désolé, je m'arrête. L'explosion de l'e-commerce fait des victimes collatérales. C'est mieux que la version originale. Vous êtes trop gentil. Les clients dont les achats se perdent ou sont détériorés. La tête de ce paquet est mieux la tête de la personne qui reçoit le paquet. Qu'il est long le dernier kilomètre. Tu m'étonnes. Alors donc le Monde nous raconte les naufragés du dernier kilomètre. 1 milliard de colis livrés en 2020. Là vous dites 1 milliard dans le monde. En France, 1 milliard de colis livrés en 2020 en France par une noria de camionnettes. Et au bout de la chaîne du commerce en ligne, sur la masse, des dizaines de milliers de couacs, de paquets égarés, détériorés, d'acheteurs excédés. On va se régaler. L'article est super bien écrit. Il va être 11h. Hélène ne réagit pas, on continue. À chaque fois les mêmes précautions. Ça va tellement vous parler, ça. Baisser la musique, carrément s'en passer, délaisser la chambre du fond de l'appartement pour le salon bien plus proche de la porte d'entrée, être prêt à bondir au premier signe d'arrivée imminente. Mélodie, étudiante privée de cours en présentiel, assure le service réception des commandes familiales, la sonnette faiblarde, l'ascenseur capricieux de son vieil immeuble parisien, la volée de marche devant la porte palière sont autant d'obstacles pour un livreur pressé. Mieux vaut aller à sa rencontre avant qu'il ne rebrousse chemin. D'autant que la jeune femme de 24 ans sait que sa mère, grande utilisatrice de sites en ligne, stressée à chaque livraison, dès qu'elle rentre, c'est « T'as reçu la commande ?» En cas de retard, toutes les 10 minutes, elle demande toujours rien. Voilà. Donc la pression, l'attente, le stress. Censé libérer des horaires des magasins, des files d'attente et déplacements, la livraison en chaîne. Elle a servi en fait. Dit le monde. Mère, fils, voisin, gardien, tout le monde est aux aguets. Sonnette vérifiée, œil sur la montre, l'autre sur l'ordinateur ou le smartphone, soumis à la lente torture du traçage numérique. Il est tellement cool cet article. Les portes closes des magasins et puis la crainte de les fréquenter ont accéléré depuis l'éruption de la pandémie l'impressionnante montée en puissance de la consommation sur écran, 13% des achats selon la FEVAD, qui est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, et donc de son corollaire, la livraison à domicile. Bon, là, tout le monde avait l'info, c'est-à-dire que le commerce électronique, notamment pour des raisons sanitaires, a explosé. Et donc, les livraisons aussi, bien sûr. Je sais, il est 11h, mais pour l'instant, Hélène ne dit rien. Elle est peut-être encore dehors. Je profite. 89% des clients d'Internet exigent d'être servis chez eux. Donc, tous narrateurs d'anecdotes sur la livraison impliquant l'un ou l'autre de ces transporteurs, Chronopost, Colissimo, Mondial Relais, Colis Privé, UPS, DHL, TNT, Star Service, qui sont honnis pendant quelques jours, voire quelques semaines. Il y est dans ces anecdotes racontées sur Internet par les clients mécontents, invariablement, question du congé posé, finalement gaspillé en vaines attentes à la maison. On a tous posé un RTT à attendre un paquet qui n'est pas venu. Nulle sonnerie, mais un avis de passage ou un SMS. T'es à la maison toute la journée, t'es devant la porte, t'attends ton truc, t'as rien,
tu sors, t'as un avis de passage. La sonnette a pas sonné. On l'a tous vécu, ça. Bon, bah, ça met un peu en colère. Donc, nulle sonnerie, mais un avis de passage ou un SMS. Livreur passé. Ouais, je fais aussi des bruitages le matin. Personne absente, veuillez nous recontacter pour un nouveau rendez-vous. Voilà. C'est rageant, surtout quand en campagne, voilà, on est éloigné d'un éventuel point relais où le paquet en plus a été déposé, quoi. Merci, quoi. Et les réseaux sociaux se font l'écho de cette colère, bien sûr, raconte le monde. Le 29 décembre 2020, donc après Noël, Chronopost figurait en tendance Twitter. Chronopost, pas pour des bonnes raisons. Parmi les sujets les plus commentés suite à la non-réception des cadeaux de Noël, alors là c'était encore plus énervant. Lisa Laposte, c'est le compte du service client de la Poste, tentait de répondre aux centaines d'interpellations quotidiennes, illustrées de photos de colis écrabouillés, illustrées de ces photos de colis écrabouillés dans les boîtes aux lettres, déchiquetés, vidés, abandonnés sur le paillasson quand ce n'est pas sur le trottoir. En août 2020, Le Monde rapporte ce tweet qui avait remporté le concours d'ironie sur Twitter. Chronopost, quand j'ai vu passer ce tweet, j'ai tellement ri. Ce tweet disait, c'était une vanne en fait, Chronopost va se lancer dans la livraison de colis. L'entreprise spécialisée dans la distribution d'avis de passage va se diversifier en livrant les colis qui lui sont confiés. Ce tweet, j'adore. Qu'est-ce que ça m'avait fait rire. On continue. Ah, vous êtes dans le monde, donc vous n'êtes pas juste bon, bah il y a un problème, circuler, il n'y a rien à voir. Non, le monde se demande, mais pourquoi? C'est le passage peut-être le plus intéressant de l'article. Je suis content d'avoir eu le temps de l'évoquer avec vous, même si c'est au prix d'un petit dépassage. Je dis ça, dépassement plutôt. Ouais, pardon, dépassement. Pourquoi tant de couacs? Plus de la moitié, 54% des personnes sondées par OpinionWay affirment avoir été confrontées au moins une fois en 2020 à un problème de livraison. Tout le monde est concerné. Effet de masse justifie un acteur du secteur. En fait, ça s'explique. Bon, bah j'écoute. Effet de masse. Ah, c'est quoi ça? Qui avance d'autres chiffres. Pour Colissimo, 95% de réussite de la livraison au premier passage. Ok. 97% au final, comme Chronopost. Le pourcentage de bugs est faible, affirme ce spécialiste, mais s'applique à 4 millions de Colissimo par jour en décembre. À mon avis, c'est pas un spécialiste, en fait, je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est plutôt quelqu'un de Colissimo. Donc en fait, il dit que le pourcentage de bugs il est très faible, mais la masse est telle, 4 millions de Colissimo par jour en décembre, qu'en fait, ça crée tous les jours des dizaines de milliers d'insatisfaits. Ah, ok, d'accord. Bon, alors, les boîtes nous avancent d'autres chiffres que ceux dont on a le sentiment, c'est-à-dire qu'en fait, ça fonctionne très bien, on est à 97, 95%, et en fait, mais sauf que la masse de colis livrés est telle que, statistiquement, ça crée chaque jour des dizaines de milliers d'insatisfaits, et autant de commentaires parfois sur les réseaux sociaux. Bah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah, peut-être, ok, c'est intéressant. Et puis alors après, Le Monde poursuit. Ah oui, il y a autre chose. La congestion automobile des grandes métropoles, la disparition progressive des concierges ne facilite pas non plus le déroulé du dernier kilomètre, comme on dit, entre l'entrepôt et le domicile, mais il y a autre chose. Et puis nous sommes tous un peu schizophrènes, et là on va s'interroger sur nous maintenant, et pas sur Chronopost et consorts. Nous sommes tous un peu schizophrènes, ajoute Bertrand Pinault, chargé de la logistique à la FEVAD. Nous voulons tous être livrés rapidement, sans trop d'impact carbone, à la maison, mais nous rechignons à en payer le prix, le vrai prix. Pour tirer les coûts, les transporteurs recourent à la sous-traitance, parfois massivement, 80% de l'activité chez Chronopost, c'est la sous-traitance, et en cascade. Et ce monsieur, Pinault, décrit l'agrégat de TPE-PME, petites entreprises, voire d'auto-entrepreneurs, mis sous pression par leurs mandataires. Et voici des livreurs qui sont donc, regardez, ici, à droite, tenus à des cadences intenables, payés au lance, alors pas au lance-pierre, mais au lance-colis. Les livreurs ont le stress communicatif. Difficile pourtant de leur jeter la pierre et même d'arrêter leur course effrénée afin de vérifier le contenu du fardeau tout juste déposé. Les livreurs n'ont pas toujours le temps de faire correctement leur boulot. Ça, c'est Benjamin Douriez de 60 millions de consommateurs qui le dit. Donc, finalement, dans notre refus conscient ou inconscient de payer le vrai coût de la livraison, eh bien, on met la pression sur les grosses boîtes, les Chronopost et autres, qui finalement, pour faire descendre les coûts, font appel à des sous-traitants, à qui on donne des missions juste impossibles. Tu livres tant de colis en tant de temps, c'est juste impossible. Et du coup,
Et ben cette pression économique sur les sous-traitants, sur les petits livreurs, elle se repercute par... Non, je n'ai pas le SMS encore de Hélène. Elle se repercute finalement sur la qualité des livraisons. Ah, et donc finalement, ben, nous, consommateurs, nous aurions une petite responsabilité dans cette histoire. C'est intéressant, non? Voilà. Qu'est-ce qui reste dans l'article? Bon, bah justement, la fin de l'article, c'est sur les solutions qu'imaginent les grosses boîtes de livraison pour essayer d'arranger ça. Vous voyez comment hein, on parle d'un truc qu'on a tous vécu au quotidien, les soucis avec les colis, on se rend compte qu'on est tous concernés, on rigole, on se dit ah là là, quelle bande d'escrocs, tout ça. Et puis on se rend compte qu'il y a des explications assez intéressantes. L'effet masse, d'abord, 4 millions de colis par jour, par exemple, à un moment, donc forcément, même avec un petit pourcentage de problèmes, bah, ça crée plein de mécontents, des dizaines de milliers, sur 4 millions. Et aussi, peut-être aussi les conditions de travail des livreurs, et ça j'en avais bien conscience, à qui on demande peut-être un petit peu l'impossible. Pas mal, hein? Voilà, ça c'est dans le monde. Alors, excusez-moi, j'ai un faux contact sur ma tablette. Hélène nous a pas répondu. Bon, tout va bien. Il est que 11h07, c'est un petit stream aujourd'hui. Hein. Mon record c'est... je crois que j'ai fait 4 heures un matin à vous lire la presse. C'est dimanche, j'ai moins de journaux. On va pas faire 4 heures, mais on va aller voir cet article qui est... Ah, elle est peut-être déjà partie chez Belle Maman. Oh, les boules. Donc, je rajoute un SMS. J'arrête dès que tu me dis. Dès que tu me dis, plus qu'un article. Elle est très compréhensive parce que elle sait la passion que j'ai pour mon métier. Et puis pour ce nouvel exercice qui est super cool. Et voilà, sur le boulot, elle m'embête pas trop, quoi. Mais elle est tellement parfaite. Plus qu'un article. Et voilà. Je rajoute un cœur. Voilà. Allez, on va voir cet article qui est génial. Sur cette plainte-là. Sur l'agent orange. Alors où est-ce qu'il est? C'est dans le Parisien, je crois. Ouais. Oh là là. Ça, c'est passionnant. Apocalypse orange. Tran Tonga. C'est la dame, là. Poursuit des géants de la pétrochimie qui ont produit l'agent orange, le désherbant déversé par l'aviation américaine pendant la guerre du Vietnam. Audience demain à Évry. On va sur ça avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Donc c'est un combat dont l'issue pourrait avoir une portée historique, nous explique l'article signé de Louise Colcombet. Louise Colcombet, si vous nous regardez ce matin, l'article il est génial. De la détermination, il en a fallu pour assigner en justice 26 multinationales de la pétrochimie, à qui cette dame donc demande réparation pour avoir été empoisonnée comme des millions de Vietnamiens pendant la guerre. Des géants comme Monsanto, je pense que vous connaissez ce nom, et Dow Chemical, qui ont fabriqué l'agent orange. Ah, c'est des boîtes qui existent toujours, c'est intéressant. L'agent orange, un désherbant surpuissant, ainsi nommé en raison de la couleur des fûts qui le contenaient. Voilà pourquoi on parle de l'agent orange. Déversés en masse par l'aviation américaine, ces effets ravageurs sur l'environnement et la santé se font encore sentir près d'un demi-siècle après la fin du conflit. Et c'est bien ça, tout le problème. Alors, du désherbant, et c'était pas du napalm qu'il balançait. Alors, de mémoire, parce que je ne suis pas un spécialiste du conflit vietnamien, le napalm, c'était pour brûler les forêts, et il balançait aussi du désherbant en masse, des millions de litres de désherbant pour désherber très rapidement la forêt et empêcher les Vietcong de s'y cacher. Je crois que c'est ça, hein, la différence avec le napalm. Après 6 ans de procédure, ça y est, l'affaire entre dans sa phase décisive et sera plaidée demain au tribunal d'Évry, dans l'Essonne. Pourquoi Évry? Pourquoi Évry? Pourquoi pas aux États-Unis? Pourquoi pas au Vietnam? Commune où réside cette franco-vietnamienne. Voilà pourquoi la plainte a été déposée là. Allez, maintenant retour en arrière. En 1966, alors que le gouvernement américain intensifie sa présence militaire, Tran Ngal, cette dame qui était une jeune fille à l'époque, boucle ses études de chimie et s'engage comme le reste de sa famille dans la libération du Sud, dans la résistance, quoi. Hein. Elle traverse le pays à pied pour rejoindre la résistance. Voilà. 4 mois à marcher sur des pistes et elle arrive dans la jungle. Et là, un jour, elle voit un avion américain. Il y a un problème avec le micro? Vous m'entendez plus? Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que quelqu'un me signale un problème avec le micro. Non? Ok, d'accord. Elle arrive dans la jungle et elle voit un jour un avion américain volant à basse altitude dont s'échappe un nuage blanc. La poudre s'abat sur elle, telle une pluie gluante qui colle à la peau, démange et suffoque. C'est l'agent orange.
un pesticide utilisé par l'US Army pour détruire la végétation et empêcher les combattants Viet Cong de se dissimuler, c'est ce que je vous disais. Produit en quantité industrielle à partir de 1965 en remplacement des agents blancs, roses, pourpres et verts, qui étaient des produits utilisés avant, ces effets sont encore plus dévastateurs. Les laboratoires ont accéléré sa fabrication au mépris des règles de prudence, ce qui a eu pour effet d'augmenter la concentration en dioxine. Ils ont privilégié leur profit et fourni en conscience un produit dont ils connaissaient l'exceptionnelle dangerosité, accuse André Bouni, militant pacifiste et auteur d'Agent Orange, Apocalypse Vietnam, ouvrage de référence. On continue. 80 millions de litres de ces défoliants ultra toxiques dont l'agent orange ont été épandus en 10 ans dans le sud Vietnam, contaminant sol, cours d'eau et végétaux. 80 millions de litres. Près de 5 millions d'habitants, 4,8, ont été exposés de façon directe ou indirecte, causant cancer, fausses couches en pagaille dès les années 70. La dioxine, qu'on évoquait là, elle se loge, je l'apprends dans le Parisien dimanche, que vous pouvez acheter aujourd'hui, là, en sortant ce matin, ou en téléchargeant d'ailleurs, se loge dans les graisses humaines, se transmettant de génération en génération. Aujourd'hui encore, c'est le truc complètement dingue, des bébés naissent au Vietnam avec le visage déformé, avec des membres manquants ou atrophiés, souffrant d'hypercéphalie, de cécité ou de retard mentaux. Aujourd'hui encore. Voilà pourquoi cette plainte elle est passionnante. Voilà. Tran Tonga est la seule aujourd'hui à porter une action judiciaire dans le monde. Lis-je encore dans le Parisien ce matin. Hop, pardon. Je zoome sur la fin de l'article. Ça n'a pas d'équivalent dans le monde. Aux États-Unis, je vous en parlais rapidement tout à l'heure, le procès intenté par les vétérans s'est conclu au milieu des années 80 par un accord à l'amiable qui ont versé 184 millions de dollars, une aumône, juge André Bouni qu'on évoquait à l'instant, en échange de des poursuites. Donc l'action judiciaire s'est éteinte aux États-Unis, ils se sont arrangés, hein. Les fabricants, là, les industriels ont signé un chèque. Ce procès est donc considéré, ce procès qui va se tenir demain en France, comme un événement, y compris vu de l'étranger, qu'un tribunal quelque part dans le monde puisse reconnaître les conséquences des défoliants sur la santé humaine et l'environnement serait historique. C'est pas passionnant? Voilà. Bon voilà, je voulais absolument partager cet article avec vous. C'est dans l'actualité de demain, mais voilà, chapeau à cette dame. 14. Alors j'ai pas de nouvelles d'Hélène. Alors où elle est partie? Chez Belle Maman toute seule. Ou alors j'ai le droit du rab. Je vais voir. Je vais voir et peut-être que j'aurai le temps pour vous lire un truc de plus. Ok. Je vous mets une petite musique, une petite pause. Ok. Alors je vous mets sur pause. Je vous mets une petite musique et je reviens très vite. Ok. C'est parti. Un petit peu de musique qui réveille. Hop. Bah écoutez, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Je pense que la balade a duré un peu plus longtemps que prévu, donc j'ai demandé à elle tout simplement de me prévenir quand on partait déjeuner ou si je devais les rejoindre directement. Donc un petit rab, et on va pouvoir aller lire un article. Voilà. Ce matin. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Bon, ça fait... oui, c'est ça, la plainte est déposée là où habite la plaignante, exactement. Ah, c'est drôle. Donc, je vois que vous êtes en train d'échanger sur le sujet. Qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué ce matin? Bon, il y avait des trucs dans le Parisien qu'on n'a pas vu. Allez, je passe en revue rapidement ce qu'on n'a pas évoqué. Oh, il y a tellement de choses, le problème. Mais il y a trop de choses passionnantes. Vous vous rendez compte qu'une heure et demie, juste pour... on ne fait que survoler le contenu de la presse. C'est quand même fascinant. Voilà.
Il y a la plainte du chef en Amazonie, là. Ouais. Ça, on a parlé de la polémique autour de Xavier Gors, ok. Allez, je repasse en revue tout ce qu'on n'a pas évoqué. Donc on a ces pages sur le Parisien, sur la crise sanitaire qui sont vraiment intéressantes, ok. Ça, je viens de vous en parler. On a les Jeux Olympiques. Dans le JDD, je crois qu'on a tout vu. Enfin, tout ce que je vous avais mis de côté. Hein. Je vous dis qu'une toute petite partie. Ah si! Ah bah si, si! Bah si, ça c'est obligé. Parmi vous, parmi Parmi vous, il y a forcément des gens, comment dire, un peu branchés techno, tout ça, un peu ordi, un petit peu gamer, bien sûr, hein, si vous êtes sur Twitch. Et là, on a un article qui est vachement intéressant sur la revanche des geeks. On est où là? On est dans le journal du dimanche. C'est page 45 ce matin. La revanche des geeks. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre comme musique sur la revanche des geeks? Qu'est-ce qui irait bien? J'ai pas vraiment de musique techno, geek. Qu'est-ce que j'ai là? Non, non, mais il faudrait que j'en trouve une. Tiens, faut que je travaille là-dessus. La revanche des geeks. Qu'est-ce que nous dit l'article? Est-ce que je vous ai mis là? Je vous ai pas montré là? Si, vous l'avez, je pense. Hop, le voilà. Ah, la revanche des geeks. Voilà, il y a des. Je vois que le FC Cyberpunk est là. Voilà, les mangeurs de cartes graphiques sont là. Le FC Gamers est là. Ok, super. Vous êtes là, on y va alors. Revanche des geeks. Hier, caricaturé, les accros d'informatique et des jeux. J'en ai vu une oreillette comme ça, j'entends quand Hélène rentre à la maison. Deviennent des héros comme dans la sitcom Dead Pixel. Donc c'est une sitcom, c'est une série qui passe en ce moment. Manifestement qui a l'air cool. Oh là, alerte, ça pique dans la gorge. Un petit café vite. Vous n'avez pas des conseils de un peu santé sur les gorges qui piquent là? J'arrête pas de tousser en ce moment. C'est pas le Covid, FC Covid. C'est pas le Covid en fait, c'est parce que j'arrête pas de me tester. Et ça pique là, je sais pas si c'est la pollution, du miel, bonbon au miel. Ouais, le FC miel est tellement dans la place là. Eh miel, faut rater le café. L'air trop sec, oui. Peut-être l'air trop sec, ouais. C'est ça. Ah, Hélène, message. Miel, thym, citron. Ok, je note. On est sur le chemin du retour du parc Monceau. Ok. Je suis prêt. Voilà, gros mensonge. Voilà, donc la famille rentre du parc et moi je suis prêt. Je suis pas prêt du tout, mais voilà, c'est bien. Hop. Donc, merci pour les conseils. Cuillère à café de miel. Ok, je vais prendre du miel, c'est parti. La revanche des geeks. Hier caricaturé, les accros d'informatique et de jeux deviennent des héros comme dans la sitcom Dead Pixel. Meg est une passionnée de jeux vidéo. Ça, c'est la série que vous connaissez peut-être, qui, avec ses amis, passe le plus clair de son temps dans l'univers virtuel du jeu en ligne Kingdom Scrolls, qui est un titre fictif mais qui ressemble beaucoup à World of Warcraft, et ses 112 millions d'usagers dans le monde, dont vous faites peut-être partie pour certains. Dead Pixel, qui est sur Canal+ série donc, brocarde avec bienveillance le caractère parfois extrême des geeks et des nerds confrontés à un monde extérieur qui ne comprend pas leur dévotion aux jeux, aux BD, aux séries ou aux films qu'ils adulent. Comédie britannique, donc, a l'air sympa. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous aimez bien. Comédie britannique qui suit le sillage de deux autres séries cultes également british, Les Allumés en 99 et The Hit Crowd, disponible sur Netflix, qui est dans mes favoris, que je n'ai toujours pas eu le temps de regarder. Deux productions qui ont fait des passionnés d'informatique autrefois moqués de vrais héros. Loin des caricatures à dents baguées qui étaient Screech ou Steve Urkel dans les sitcoms sauvés par le gong en 1989 et La Vie de famille, je sais pas, pour les plus anciens, qui, si vous savez, qui sont c'est drôle ça, parce que c'était les séries d'il y a longtemps, c'était la préhistoire de la série pour vous. Ça c'est drôle. Alors oui, depuis l'émission d'hier, bougez pas, je reviens, bougez pas, je vous raconte tout. Je coupe le son.
coup de fil d'Hélène. En fait, depuis l'émission d'hier, mon téléphone est connecté à ma table de son. Et donc, en fait, vous avez failli avoir notre conversation. La puce? Oui, on y va bientôt? Oui, d'accord. Donc directement, rendez-vous. Bon, bah, je vais vous laisser. Tout va bien, mais c'est juste que du coup, Hélène ne remonte pas à l'appartement pour chercher plein de trucs. Alors, il y a un petit pot comme ça pour le petit, en forme d'assiette. Il y a une gourde de fruits. Il y a un autre truc. Il y a un biberon. Voilà, faut que je prépare tout ça. Voilà, parce qu'en fait, je vais tout descendre directement. Donc, ce qui est drôle, c'est que mon téléphone était connecté là, à cause de l'émission qu'on a fait hier, grâce à l'émission qu'on a fait hier, la parole Étienne, on a donné la parole aux étudiants, et en fait j'ai failli vous balancer la conversation en direct sur Internet. Bon bah on s'arrête. Voilà, je vous incite à acheter le JDD parce que, si vous avez le temps hein, bien sûr, pour lire ce petit article sur la revanche des geeks qui nous dit en gros bah, que voilà, on se moque beaucoup moins des geeks aujourd'hui que dans le passé, notamment au cinéma et dans les séries, et c'est très bien. Désolé, c'est drôle, hein, mais c'est aussi ça qui est sympa dans Twitch, c'est la vie qui s'invite, voilà, on est beaucoup moins, voilà, beaucoup moins guindé qu'à la télévision bien sûr, on est un peu à la cool. Je me félicite de ne pas avoir renversé mon café aujourd'hui sur moi, hein. J'ai mis la vidéo sur Twitter d'ailleurs pour ceux que ça amuse. Vraiment merci beaucoup, merci de votre compréhension parce que voilà, je gère mon quotidien aussi. Voilà, là j'ai la petite liste de courses à ramener. Et donc merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Vous étiez super nombreux, j'en reviens pas un dimanche matin. Pardon d'avoir fait ça si tôt aujourd'hui, mais du coup moi, ça vous laisse plein de temps pour faire plein d'autres trucs parce que c'est dimanche. Parce que, comme je le dis souvent, l'actualité c'est cool, c'est important, mais l'essentiel c'est vous, c'est votre bonheur et celui que vous pouvez répandre autour de vous. Je crois qu'on est ici-bas un petit peu pour ça, en fait, à la base. La matinée, Étienne revient très vite, je vous tiens au courant sur Twitter. N'hésitez pas à suivre mon compte sur Twitter parce que c'est là que j'annonce mes jours et mes heures de stream. Au début, je devais faire une fois par semaine, puis en fait, c'est quasiment tous les jours. Et puis aussi à suivre cette chaîne et activer les notifications comme ça. Dès que je démarre un stream, pif, vous recevez un petit message et vous savez qu'on est en direct. Merci, vous êtes juste géniaux. Je vous mets un peu de musique pour terminer pendant que je vais faire mes petites emplettes de déjeuner pour les petits. Merci encore et à très très vite. Ciao.